Bonsoir à tous, pronto, c'è qualcuno? Bienvenue dans ce nouveau live de Pronto Calcio. Je suis Cédric Canal, je suis très heureux de vous accueillir. On vous avait accompagné pendant l'été, vous vous en souvenez peut-être, ces lives de Pronto Mercato. On est de retour, et oui, on est de retour. Pourquoi? Pour ça, je vous le montre tout de suite. Hop, voilà. Pour l'équipe type de la première partie de saison de Pronto Calcio, on a voté 11 grands électeurs pour notre 11 et un premier numéro ce soir, le deuxième numéro dans 2 soirs de cela, Twitch X, donc pour suivre ensemble ce programme. Alors, avec moi, pour m'accompagner ce soir, je vous les présente tout de suite. On commence parce qu'il a un très très beau maillot, donc honneur à lui. Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut Cédric, bonne année. Bonne année à toi aussi. Comment Merci. vas-tu? Bah écoute, très bien. J'ai mis ce beau maillot pour un beau résultat pour le premier match de Conceição, donc je suis assez content. On va en parler, ce sera le premier quart d'heure de notre live ce soir. Également, ton camarade Rossonero, on l'accueille. Hop, Antoine Aiello. Salut Anto. Salut à tous. Comment vas-tu? Écoute, on peut qu'aller bien après une victoire contre la Juve. C'est vrai que pour Conceição, c'est pas mal pour Batem. Commencer une victoire contre la Juve, puis un derby de Milan 3 jours plus tard. Pas mal. Il avait déjà commencé comme ça en tant que joueur en 98. Le premier match contre la Juve, il le gagne, je crois. 2-1 avec la Lazio. D'ailleurs, il a gagné la Supercoupe d'Italie avec la Lazio, effectivement, en 98. Est-ce qu'il va la gagner en tant que joueur? On verra. Dans quelques minutes, nous aurons notre invité. Il s'agit de Elvin De Fazio, qui est journaliste à 90 Mine et à l'équipe, notamment l'équipe live. Il commente des rencontres de Serie A, de Coupe d'Italie et de Supercoupe. Il est en train de travailler sur le match entre la Juve et le Milan, mais on le retrouvera rapidement. Alors, le programme, je vous le disais, je vous le remontre, c'est notre équipe type. On va parler des gardiens, des défenseurs et de l'ailier droit. Vous voyez en haut ce duel entre Pulisic et De Ketelaere, puisque sans surprise, ce sont les deux joueurs qui ont eu le plus de votes pour ce poste-là, mais pas les seuls. On va donc en parler dans quelques instants. Vous dire aussi que ce live sera rediffusé, bien sûr, en podcast. Vous en avez l'habitude, puisque Pronto Calcio, c'est avant tout un podcast, mais là, on fait un petit peu un 2 en 1. Mais on commence donc avec l'événement de la soirée. Il s'agit donc de cette rencontre et de ce succès donc de l'AC Milan contre la Juventus. 2-1 pour ceux qui l'ont pas suivi rapidement. Yildiz qui a donc ouvert la marque, un beau but d'ailleurs, numéro 10 de la Juve, qui devait être remplaçant. Mais Francesco Conceição, le fils de Sergio, s'est blessé pendant l'échauffement. Donc Yildiz s'est retrouvé titulaire, un beau but. La Juve qui a ensuite maîtrisé, qui a trop maîtrisé, même j'ai envie de dire, et qui était un petit peu puni. Un penalty transformé par Pulisic, et puis ce cafouillage, ce centre contré par Gatti, Di Gregorio qui est déjà sorti au centre. De la réussite, on va dire, mais l'AC Milan, dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, notamment en tant que milaniste. Il y a l'AC Milan qui n'a pas lâché et qui au moins, je trouve, du coup, mérite en quelque sorte, parce qu'elle a été plus, je trouve que d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, elle a montré plus qu'une équipe de la Juventus qui comme elle fait beaucoup en Serie A, en fait, s'est contentée du 1-0 en se disant, bon, voilà, Mota qui sort tous les attaquants, enfin, il termine, enfin, Kopp Mainers sans faux neuf, enfin, c'était un petit peu, enfin, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Raph? C'était un match un peu bizarre parce que les deux équipes ont vraiment eu leur temps fort et leur temps faible. Et ce post-match, il aurait pu être différent si Milan n'avait pas profité du temps faible de la Juve en deuxième, parce que pendant au moins 40-45 minutes, c'est la Juve qui fait le jeu. Et Milan était vraiment assez faible, donc c'est un résultat qui est bon pour Milan, mais il n'y a pas eu que du bon. Moi, je trouve qu'il y a eu du bon dans le coaching, dans ce qu'ont montré les joueurs en termes de solidarité, de pressing collectif, ils ont été là, ils ont beaucoup couru. On a vu, pour ceux qui ont regardé le match, au moins sur l'équipe 21, il y avait des stats sur les kilomètres parcourus, c'était assez parlant. C'est Pulisic qui a terminé le joueur qui a le plus couru. Et surtout, on a vu une équipe, quand
quand c'était des temps forts, qui s'est procuré pas mal d'occasions. Donc ça m'a plu. Et je pense que Antoine est d'accord avec moi, mais il va compléter aussi sur certains points tactiques. Notamment, j'ai moins aimé Bennacer et je crois que Antoine aussi. Mais j'ai bien aimé Pulisic et notamment Reinders. Le coaching a été bon. Voilà. Anto, sur le côté AC Milan et ce succès, cette première contre Sao. Déjà, ce qui a marqué, c'est plutôt déjà l'état d'esprit. On était habitué à des demandes de Fonseca qui voulait faire un pressing constant à perte de balles, mais c'était souvent un pressing qui était mal organisé, c'est-à-dire que pour qu'un pressing soit efficace, il faut que toute l'équipe le fasse. Alors en fait, on a senti quand même une vraie solidarité dans le pressing, on a senti un état d'esprit d'une équipe conquérante. Après, c'est quand même difficile de jouer contre la Juve, c'était que leur deuxième défaite. Donc on sait que c'est une équipe qui sait très bien se défendre, donc j'ai bien aimé ce côté de rien lâcher, même en étant mené. Donc déjà l'état d'esprit, parce que voilà, on sait que quand c'est ça, a eu 4 jours pour arriver dans l'équipe et a eu 4 entraînements. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé que les changements étaient bons, j'ai trouvé le Milan meilleur quand ils avaient deux numéros 9. On va dire que la sortie de Jiménez et l'entrée d'Abraham correspond aussi avec un temps fort du Milan. J'ai beaucoup aimé, comme dans le coaching aussi, l'entrée de Moussa, qui je trouve déjà à l'origine du deuxième but et a amené beaucoup de fraîcheur. Il a permis aussi à Pulisic de se recentrer un peu plus, Moussa, en prenant le côté. Donc j'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai moins apprécié Bennacer, mais après, je pense qu'il va falloir trouver un équilibre parce que j'ai l'impression qu'il se marche un peu dessus avec Reinders. Et Bennacer a toujours ce défaut parfois d'un peu de ralentir le jeu. Et comme on sait que là, Milan joue beaucoup en transition, sur certains aspects, je pense que Bennacer, c'est un peu plus une difficulté pour lui. Mais bon, c'était pour un premier match gagné contre la Juve 2 en Super Coupe en demi-finale, c'est quand même un résultat encourageant quand on sait la période qu'a traversé l'équipe. Et qu'elle traverse toujours d'ailleurs. Alors, je veux savoir ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé une équipe de l'AC Milan peut-être parfois un peu trop appliquée, un petit peu trop, comme si elle avait été noyée par les consignes. De ce qui, j'ai pas mal lu, et je pense que vous avez fait la même chose, mais aussi écouté ce qui se disait là en Italie, notamment dans l'avant-match. Par exemple, petit détail, mais les joueurs de l'AC Milan sont arrivés 10-15 minutes avant ceux de la Juve pour l'échauffement. Ils ont fait un échauffement a priori très très chargé avec beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de consignes, beaucoup de combinaisons, alors qu'un échauffement souvent en avant-match c'est assez léger, quoi. C'est un petit taureau, c'est des courses, voilà, on répète pas vraiment les gammes. Conceição, j'ai l'impression qu'il a fait un double entraînement avant-hier, qu'il essaye de mettre beaucoup en peu de temps, peut-être un petit peu trop en quelque sorte, que les joueurs ont peut-être un petit peu saturé. On a vu en première mi-temps des combinaisons un peu compliquées sur les coups de pied arrêtés. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'on a pensé, mais là-dessus, peut-être trop en peu de temps, non, Raph? Ouais, c'est assez juste. Effectivement, sur les coups de pied arrêtés, on a vu une première mi-temps où les coups de pied arrêtés étaient tirés un peu n'importe comment, j'ai trouvé. En deuxième, d'ailleurs, ils ont été tirés assez différemment, donc peut-être que ça a parlé à la mi-temps. Mais ouais, un peu trop appliqué. On a vu Jiménez qui a beaucoup donné. Je pense qu'il savait qu'il allait sortir à un moment. Il a beaucoup donné et on a senti que les déplacements étaient parfois un peu répétés. Et au final, Milan a marqué ses 2 buts sur, je ne vais pas dire des actions d'école, au contraire, c'est des actions qui sont venues du jeu, avec un penalty qui a été obtenu par Pouli parce qu'il fait une énorme course, un peu un pressing, et un deuxième but un peu CSC, mais qui vient aussi d'un pressing. Donc c'est intéressant de voir que les buts ils viennent de comment les joueurs se sont dépouillés. Je pense que Conceição va bien se baser là-dessus. Et il le faut parce qu'on va rencontrer une équipe de l'Inter qui est archi rodée dès lundi, qui sait comment jouer face à Milan, qui sait comment gagner surtout face à Milan. Et du coup, c'est assez intéressant parce que Conceição, pour les 2 premiers matchs de son histoire avec l'AC Milan, il joue la Juve et l'Inter. Dans des matchs qui comptent finalement, parce que même si c'est que la Supercoupe, c'est des chocs. Quand tu es supporter du Milan, tu n'as pas envie de perdre contre le rival, même en Supercoupe. Et j'imagine qu'Inzaghi et sa bande, ils ne voudront pas perdre contre Milan non plus. Donc c'est là où ça va être intéressant. Et comme tu dis, peut-être un peu trop appliqué, mais au final, est-ce que c'est pas ça aussi un bon accueil que tu réserves à un nouveau coach, d'avoir un comportement quasi irréprochable? Non, mais c'est vrai que là-dessus, ça a été, voilà, il y a des joueurs. Alors, on va pas faire très très long, donc on va pas forcément rentrer sur tous les détails, mais c'est vrai qu'il
Il y a des joueurs, même Morata, que j'ai trouvé à la ramasse, malgré tout, il a été très collectif. Il a essayé, notamment en seconde période, il a fait beaucoup de choses pour essayer d'aider, en tout cas, aussi lorsqu'il y a eu l'entrée d'Abraham, pour se mettre à disposition. Donc, puis c'est vrai que Pulisic, pareil, revenait de blessure. Benasser, il avait joué 70 minutes cette saison. Donc, voilà, il y a beaucoup de joueurs sûrement qui n'étaient pas au top. Donc, il y a ça aussi. Donc, et d'ailleurs, Contessaut, qui même lui n'était pas au top, puisque 39 de fièvre, il était quand même là à hurler. Donc, même lui, on va dire, a donné l'exemple en tenant à être sur le banc malgré la fièvre. Mais du côté de la Juve, on va en reparler rapidement lorsqu'Elvin va arriver. Mais qu'est-ce que je le disais tout à l'heure, c'est toujours la même équipe donc, qui fait le minimum. Et lorsqu'elle semble gagner, elle s'en contente. Et c'est très, très souvent punir. D'ailleurs, ça semble la deuxième défaite de la Juve cette saison. Il y a eu la défaite contre Stuttgart en Ligue des Champions. Et donc là, les défaites en demi-finale de Supercoupe. Mais Anto, qu'est-ce qu'on a pensé de cette Juve ? Est-ce qu'elle peut faire mieux ou est-ce que, vu les forces en présence, en fait, Mota, il est un petit peu dans l'obligation de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire McKennie latéral gauche, Vlahovic, SP, qui n'a pas eu un ballon offensif ? Il fait ça, mais même s'il revient de blessure, c'est celui qui n'a pas voulu faire jouer Cambazou dès le début, par exemple. C'est aussi lui et son club qui n'ont pas voulu de Danilo et qui l'ont laissé à la maison. Donc ça va quand même quand l'équipe qui est alignée, elle est quand même pas immonde. C'est quand même une bonne équipe. Donc il ne pourra pas éternellement se cacher derrière les absents ou derrière les blessures. Il a une bonne équipe. C'est juste que c'est comme d'habitude, on pense que à se défendre ou beaucoup à se défendre. Et j'ai envie de dire que pour la Juve, en fait, le malheur de leur match, c'est presque d'avoir mené trop vite. Parce qu'ils se sont complètement recroquevillés. Ils ont bien fini la fin de la première mi-temps, mais ils sont vite recroquevillés et ils ont laissé à Milan des temps forts. Et après, Milan a aussi beaucoup de chance parce que Pulisic, il arrive à avoir le pénalty très intelligemment. Et il y a le CSC, mais Milan ne démérite pas parce que la Juve, en fait, a fait comme ils font depuis cette saison. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné grand-chose. On avait leur attaquant, numéro 9, Vlahovic, à 83 millions d'euros, qui encore n'avait pas de ballon et il ne pouvait pas faire grand-chose. Et ils ont profité d'un contre et encore d'une erreur individuelle de Théo sur le but de Yildiz, mais je ne les ai pas non plus trouvés si comme tu dis toi, ils n'ont pas été très surprenants, très offensifs, très engagés dans le truc, quoi. C'est toujours une équipe qui, dès qu'elle peut mener et qu'elle peut gérer, elle gère, et elle s'est fait avoir. Ou sinon, il aurait fallu qu'elle soit menée à la fin, et là, ils auraient tout donné comme d'habitude, comme ils ont fait à la fin, là, mais c'est trop peu, et moi, ce qui me, entre guillemets, pas me dérange, mais que je trouve un peu long avec cette équipe, c'est qu'en fait, je trouve pas qu'il y ait de progrès, surtout. Je trouve pas qu'il y ait d'avancée. On peut avoir une indulgence, et elle est normale avec Mota, mais je l'ai dit plusieurs fois, quand je vois que là, Milan a changé d'entraîneur et quand je vois les sauts de merde qu'a pris Fonseca, à juste titre, et même moi, je l'en ai mis, mais quand je vois comment Mota est pour l'instant hyper protégé, alors que franchement, je vois aucun progrès, voire même des régressions dans certains postes. Et il y a aussi des joueurs qui sont morts. Je pense à Douglas Luiz, je pense à d'autres joueurs qui sont morts, quoi. Donc bon, c'est quand même inquiétant, en fait, qu'il n'y ait surtout aucun progrès au-delà du fait qu'il montre ça, c'est qu'il n'y a aucun progrès. C'est que ça fait 4 mois qu'il est là, Motage. Moi, je ne vois pas de progrès dans cette équipe, parce qu'elle ne fait pas peur. Milan, ils ont bien fait d'y croire et d'y aller, parce que franchement, ils ne font pas peur comme équipe. On l'a vu récemment, on a vu Venezia qui était mené 1-0, qui les a renversés 2-1, qui a failli gagner. Enfin, Lecce qui est revenu 2-2. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui effectivement arrivent à égaliser, à revenir contre la Juve, alors qu'en début de saison, c'était pas du tout le cas. Une petite question, Raph. Il y a Tomori qui est au milieu des débats mercato entre les deux clubs. Il y avait des rumeurs avant l'arrivée de Conceição, comme quoi Tomori pourrait aller à la Juve, puisque la Juve a besoin d'un défenseur. On l'a encore vu ce soir, il n'y a que Kalulu et Gatti. Et après, il y a personne en accès. En plus, Danilo, capitaine, a été écarté. Il n'était pas sur la feuille de match. Ils l'ont laissé à Turin. Il lui reste 6 mois de contrat. Il lui demande gentiment de s'en aller. Enfin, gentiment. Quand on t'écarte, c'est pas forcément gentiment, mais en tout cas, voilà, il lui a montré la porte. Traitement, moi, je trouve assez particulier. Parce que, bon, c'est comme le capitaine. Il a toujours été, en tout cas, en dehors du terrain, plutôt irréprochable. Sur le terrain, on peut lui reprocher des choses, mais a priori, en dehors du terrain, toujours bien.
écarter de cette façon-là, je trouve pas ça forcément très classe, mais bon, bref. Surtout quand tu n'as personne sur le banc. Tomori serait ciblé. Conceição a fait un choix fort en le mettant en titulaire ce soir, alors que Gabia fait plutôt bien depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que Conceição va compter sur lui? Qu'est-ce que tu penses de son premier match? Moi, j'aime bien Tomori. C'est un joueur que je trouve bon depuis son arrivée à Milan. Globalement, bien sûr, il a fait des mauvais matchs. Moi, je retiens aussi beaucoup le cœur qu'il met à chaque match. Je retiens il donne tout quand il joue. Alors oui, il y a des matchs où il est passé complètement à côté, mais il y a aussi des matchs où il a été extrêmement bon. Je pense notamment juste avant, sur la fin de saison dernière, je pense à l'année du titre. Il fait des matchs, quand même qui sont bons. Est-ce que ça doit devenir un titulaire dans la charnière centrale? C'est une bonne question parce que Gabia, c'est celui qui a fait la meilleure demi-saison dans la défense centrale du Milan. Après, Thio, Pavlovic et lui, il y aura une place à prendre et les trois n'ont pas été irréprochables. Mais c'est un joueur que j'aime bien. Et quand j'ai vu la rumeur cette semaine, j'étais assez désolé parce que je me suis dit, tu peux pas perdre 2 défenseurs centraux, parce que Kalulu, il pouvait jouer axe. Tu peux pas perdre 2 défenseurs pour les envoyer à la Juve, alors que c'est des joueurs qui ont quand même rendu des services, et plus que des services. Et surtout, Tomori, il n'est pas fini du tout. Il a encore une marge de progression, je pense. Il peut se retrouver avec un entraîneur qui lui donnera de la confiance. Et j'ai encore envie de voir Tomori sous les couleurs du Milan. Et moi, je pense que si j'étais coach, bien sûr, je ne le suis pas, mais si je l'étais, je mettrais une défense centrale Gabia-Tomori, titulaire, pour la deuxième partie de saison. Anto, tu valides cette défense? Gabia Tomori? Comme défense type pour la deuxième partie de saison. Non, parce que je trouve que c'est des joueurs qui se ressemblent. Juste que Tomori est plus rapide que Gabia, mais moi je pense qu'on a besoin d'avoir dans les deux défenseurs un mec du profil de Thio qui quand même ramasse une quantité de balles de la tête qui est assez incroyable. Mais j'ai envie de te dire que en fait les trajectoires de Thio et Tomori est assez similaire. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait une bonne saison l'année dernière. Ça a déjà commencé à se dégrader l'année post-titre. Tomori, il a quand même fait des sacrées conneries en début de saison aussi. Après, c'est toujours pareil, c'est aussi une histoire d'animation défensive. Peut-être que dans le schéma de Conceição, d'une défense haute, agressive, il amène un plus. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Et je trouve le coaching assez malin de Conceição en fait, de lui dire voilà, tu as des rumeurs, ils disent que tu veux partir. On dit que le club en face contre qui vous jouez, ils te veulent. Prouve-moi que tu dois rester, que tu peux rester, que tu es fort. Et il a fait un super match. Tomori a fait ce soir un super match. Il en a les capacités, mais on a l'impression qu'il a 27 ans, qu'il n'arrive pas à passer le step mental pour que ce soit vraiment un défenseur de top niveau, parce qu'il a des qualités physiques intrinsèques qui sont impressionnantes pour un défenseur, mais c'est toujours pareil. C'est des trous d'air, des blackouts. Il y a le match contre la Fiorentina qui était une catastrophe, par exemple, c'est celui qui me vient plus en tête cette année, mais c'est un joueur qui n'arrive pas à être bon sur tout le match, et on sait que le poste de défenseur, c'est malheureusement le poste, tu n'as pas le droit d'avoir. Un attaquant il peut louper une occasion. Si un défenseur tu loupes, tu prends un but. Donc c'est compliqué, il faut une concentration. Parfois, je trouvais qu'il était un peu immature dans sa manière d'aborder les matchs. Après, Gabia et lui ensemble, je trouve que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est bien d'avoir un mec à côté d'eux un peu plus dur, parce que Thio et Pavlovic sont quand même des défenseurs un peu plus rustres. Gabia et Tomori sont un peu plus classe dans la construction du jeu. Mais bon, moi, c'est pas celle que je mettrais, en tout cas. Après, je trouvais plutôt intelligent le choix de Fonseca, mon Dieu. Pardon, pas du diable. De Conceição de le relancer, et ça a plutôt bien marché, il a bien piqué. J'ai même trouvé par exemple que Emerson n'a pas fait un mauvais match. Donc on sent aussi qu'il y a un engouement de certains joueurs qui n'ont pas été bons et qui finalement se sont plutôt bien relancés sur ce premier match. Et d'ailleurs, j'ai été très marqué moi par la fin du match où tous les joueurs et le staff se sont mis ensemble en cercle pour fêter. C'est des choses qu'on n'avait jamais vues avec Fonseca. D'ailleurs, avec son départ, il y a eu que 2 joueurs qui l'ont salué officiellement sur les réseaux, mais sinon, il n'a rien eu du tout. Donc, on sent quand même que, en tout cas, pour l'instant, ils adhèrent aux idées de Conceição. Et je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, Cédric, c'est que est-ce que c'était pas beaucoup tout ce qui s'est passé en quelques jours? Mais je pense que quand tu joues contre la Juve et que tu joues un titre, même si c'est beaucoup, c'est comme ça. C'est aussi des joueurs qui sont des pros, c'est à eux d'emmagasiner les informations pour pouvoir jouer au mieux. Ça, pour l'instant, ça a marché. Donc, on a senti un peu une espèce d'hésitation après la première minute. Vous avez du mal avec les consignes, mais après, je trouve que c'est assez bien déroulé, quoi.
Alors, on va glisser tout doucement dans l'équipe type, mais juste avant, alors vous savez, on est sur Twitch et sur X. Il y a eu un petit problème au départ d'ailleurs, surtout sur X, mais maintenant ça fonctionne bien. Et vous pouvez donc nous poser des questions, bien sûr. Le chat est ouvert. Et moi, je vais vous demander une première chose pour ceux qui nous regardent. Attention, je te mets en hop. Quelle note vous mettez à ce maillot des 125 ans de l'AC Milan, puisque Raphaël, Papa Noël, a été gentil avec lui. Il est aussi gentil dans la maison d'Anto, puisque vous avez eu le même cadeau, vous avez eu le maillot des 125 ans tous les deux. Alors voilà, ce maillot, allez-y, de 0 à 10, dans le chat, on vous écoute pour déjà apporter, qu'est-ce que ça te fait, Raph? Est-ce que tu sens tout le poids de l'histoire du club? Ton micro, Raph. Pardon, je parle tout seul. Non, je dis il est beau, manche longue, élégant, le logo qui change, le petit col. Non, il est magnifique. Il est magnifique et je pense que ça a fait l'unanimité. En tout cas, sur les réseaux, j'ai vu depuis un mois que ça fait l'unanimité et je pense que c'est largement mérité. Anto, qu'est-ce que tu en penses de ce maillot? Est-ce que toi aussi, il te plaît? J'ai rien à ajouter, hein. Il est magnifique. C'est comme ça. La classe, on l'a ou on l'a pas. C'est comme ça. On va pas parler du 4e maillot alors qu'il est annoncé avec ce vert dégueulasse. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas au courant. On va éviter. Équipe type. Allez, équipe type, c'est parti. Elvin va nous rejoindre dans quelques petits instants, mais on va commencer, on va s'échauffer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours? Qu'est-ce qu'on a fait? On a recueilli avec 11 personnes, vous voyez les 11 jurys. Alors, les 11 du jury, qui sont-ils? Antoine Agnello, ici présent. Raphaël Gauthier, ici présent. Cédric Canal, ici présent. Nicolas Wagner, qui n'est pas présent, mais que l'on salue. Notre frioulant préféré et qui a voté, qui fait partie de l'équipe de Montocalcio, et puis les experts que vous avez l'habitude de retrouver régulièrement lors de nos podcasts qui ont la gentillesse de venir. Elvin Defazio qui sera là ce soir, mais aussi Andrea Chazi qui sera là dans 2 soirs pour la deuxième partie, Tristan Pubert qui est lui aussi de sous-foot, Elio Gusti, Daniel Romano, journaliste à Blue Sport, mais aussi Anthony Coppi de DAZN Belgique et Stefano Di d'Amoroma.fr. On a demandé à tout le monde de voter. Alors là, vous voyez les finalistes sur l'écran. Ceux qui sont sur le podcast, allez sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais dans tous les postes, sauf un, il y a 4 joueurs. Alors tous, pour être franc, tous n'ont pas obtenu des votes, mais quasiment tous ont obtenu des votes. Les listes étaient beaucoup plus grandes. On avait mis 7-8 joueurs par poste pour vraiment choisir. La seule contrainte, c'était que les joueurs étaient dans un poste fixe, donc on ne pouvait pas faire un milieu de terrain. Là, vous êtes en train de regarder le milieu de terrain, par exemple, Ederson, McTominay, Reinders, ce n'était pas possible puisque les 3 étaient dans le même poste de milieu axial gauche, légèrement offensif. Donc voilà, comme on ne pouvait pas faire une attaque Keane, Retegui, Thuram, puisqu'ils étaient tous les 3 dans le poste d'avant-centre, donc il y avait ces petites limitations, mais qui rendaient aussi le vote particulièrement intéressant. Un seul joueur a eu un 100%, on n'en parlera pas ce soir. Tous les autres, il y a eu du débat. Ce soir, on va parler du gardien, on va parler des 4 défenseurs et on va parler de l'ailier droit. Et on va donc commencer par le gardien. Les finalistes sont Carnesecchi, De Rea, Di Gregorio et Milinkovic. Alors, qui a gagné? Roulement de tambour. David De Rea, 64% des votes devant Carnesecchi et Di Gregorio, tous les deux à 18%. Plutôt logique. Alors, même si Carnesecchi fait une grosse seconde partie de saison, je ne sais pas, Anto, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que De Rea, la façon dont il s'est imposé à la Fiorentina, et surtout le niveau qu'il a eu tout de suite alors qu'il revient d'une saison blanche, ça a vraiment été impressionnant. Et puis, alors il y a eu des matchs phares. Moi, je me souviens, tu t'en souviendras encore mieux que moi, mais le match contre le Milan où il sort de penalty. Mais tout au long de cette première partie de saison, il a fait des gros matchs. Et enfin voilà, c'est presque une surprise, même si on connaît, c'est un gardien international et compagnie, mais qu'il soit dans aussi haut niveau, aussi rapidement, c'est fort. C'est fort parce que déjà, il vient un peu d'une directivité et je pense que c'est sûrement le gardien qui a amené aussi le plus de sécurité à sa défense, parce que là, la Fio joue avec Ranieri et Comuzzo en général en défense, et il a pas mal d'expérience aux jeunes joueurs de la Fiorentina, et surtout, il est impressionnant. Enfin, il fait des arrêts de fou furieux, il a des notes de fou. Enfin, moi, je trouve vraiment que
que c'est celui qui a le plus d'impact. Et surtout, le match contre Milan, il arrête les 2 pénaltys. Enfin, il est surtout décisif contre les grandes équipes. Donc, non, pour moi, il n'y a pas eu il y a pas vraiment eu de débat, quoi. Même si je pense que dans notre championnat, on a sûrement 5-6 gardiens qui sont extrêmement forts. On en voit d'autres, mais pour moi, c'était par rapport à son histoire, à son vécu, à l'équipe dans laquelle il joue, je pense que c'est le plus impressionnant, celui qui mérite le plus sur ses premiers mois. Malgré tout, Raph, tu as voté donc pour Di Gregorio. Ça m'intéresse du coup. Alors, ce soir, il n'a pas forcément été une grande réussite. Alors, pas sur le penalty, puisqu'il touche et bon, il ne fait pas grand-chose. Après, bon, c'est une mésentente avec Gatti, mais qu'est-ce qui t'a fait plus choisir Di Gregorio plus qu'un De Gea ou qu'un Karnesecki ou comme Milinkovic ou aussi Vasquez, par exemple, dans les nommés que j'avais envie de citer, puisqu'il fait une grosse saison à Empoli. À vrai dire, moi, c'est vrai que j'ai hésité entre De Gea et Di Gregorio. J'ai mis Di Gregorio parce que c'est aussi, on met des joueurs aussi sur ce qui nous a marqué sur cette saison. Alors, bien sûr, les 2 pénaux arrêtés par De Gea, ça m'a marqué, parce que j'ai été évidemment devant le match. Mais j'ai regardé pas mal la Juve et Di Gregorio, plusieurs fois, il m'a impressionné sur des arrêts décisifs. La Juve est encore invaincue en championnat et je pense que Di Gregorio, il en est vraiment pas... il en est un acteur majeur puisqu'il a fait des arrêts très décisifs à des moments où la Juve aurait pu encaisser des buts qui les auraient fait perdre. Donc, je l'ai préféré le mettre. Après, c'est pas du spoil, mais moi, c'est mon seul Juventino du 11 et je me suis dit que si je devais en mettre un, c'était plutôt lui. Donc voilà. Et De Gea, c'est vrai que j'ai hésité. Après, voilà, j'ai fait un choix sur Di Gregorio, surtout parce que sur le nombre de matchs que j'ai regardé, il m'a vraiment impressionné. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très très bons gardiens comme en Serie A, faut être franc. Karnesecki, depuis. Alors, début de saison, il n'était pas forcément terrible. Karnesecki, enfin, pas terrible. Il était plutôt neutre, mais là, depuis un mois et demi, il fait des matchs monstrueux. Encore hier, d'ailleurs, même c'est de la Super Coupe, donc ça ne rentre pas dans notre vote, mais il fait encore un match où il fait 4 parades exceptionnelles. C'est toi, Anto. Justement, on parle beaucoup, comme là, on quitte un instant le débat, mais comme tu es notre monsieur national et de Pantocalcio aussi. Là, on parle de Karnesecki, on parle de Di Gregorio. Il y a toujours les débats autour de Donnarumma, qui est toujours en difficulté au Paris Saint-Germain. Il y a de plus en plus de monde qui est en train de dire en Italie, mais Karnesecki va, dans l'espace d'un an ou deux, il va devenir titulaire national parce qu'il est très très fort et en plus au pied, qui était peut-être pas son point le plus fort, il commence à être vraiment pas mal. Donc c'est un gardien moderne complet. Un moderne complet. Après, je ne sais pas si on se rend compte, mais quand le sélectionneur il doit prendre ses 3 gardiens, il a le choix entre Donnarumma, Vicario, Meret, Di Gregorio, Karnesecki, je vais me donner en oublier. Enfin, c'est les bons gardiens italiens, il y en a une tonne. Après, il va falloir qu'ils prouvent un peu sur la longueur parce que je pense que tu es un peu d'accord. Je pense que c'était pas forcément un point fort de l'Atalanta l'an dernier. Peut-être qu'aussi le départ de Musso définitif, peut-être là aussi l'a remis en confiance parce que parfois il était un peu en concurrence. On ne savait pas trop ce que faisait Gasperini sur les gardiens, mais après c'est compliqué quand même de prendre la place de Donnarumma parce qu'il est capitaine de l'équipe et c'est quand même un des tauliers de l'équipe. Et je pense que ça. Et en plus, les sélectionneurs ne sont pas très friands des concurrences ou de mettre des gardiens à risque parce que c'est un poste important, mais. En plus, Donnarumma est quand même jeune, donc je pense quand même que ça va être compliqué pour tous ces gardiens de talent de prendre la place de Donnarumma, à moins d'un cataclysme, malheureusement, même si je pense pas que ça suffira pour Karnesecki pour prendre sa place. En tout cas, voilà, Karnesecki, tu as raison sur le dossier Musso. Je pense que c'est un choix aussi fort de l'Atalanta de donner le pouvoir, en quelque sorte, à Karnesecki d'arrêter cette... Parce que la saison passée, Musso jouait en Coupe d'Europe, jouait en Coupe d'Italie, donc il y avait ce système un petit peu étrange. D'ailleurs, la finale de l'Europa League, c'est Musso qui la joue sans problème. Musso est donc parti en prêt avec option d'achat à l'Atlético Madrid, où il est remplaçant, toujours. Mais voilà, c'est Rui Patricio qui... Rui Patricio. Dit Rui Pasticcio chez les Romains. C'est ça, qui est quand même un gardien. Je l'ai vu en coupe contre Cesena, c'est quand même pas terrible. Même au pied, c'est... Enfin, bref. En tout cas, pour le gardien, il n'y avait pas un gros suspense. Et c'est vrai que c'est aussi la façon... Alors, je vous l'annonce en... Il n'y a pas de... Non, je ne vous le dis pas d'ailleurs. Tiens, je ne vous dis pas ce que je vais vous dire, parce que vous pouvez avoir un suspense avec un autre poste. En tout cas, voilà, c'est aussi en avant le travail de la Fiorentina, de Palladino, puisque la Fiorentina se retrouve dans les places européennes. Après un mauvais début de saison, il y a ça aussi qui a été marquant, c'est que le début de saison était plutôt compliqué. De Gea,
Il y a eu le changement tactique de la Fiorentina, le passage à 4 défenseurs, après un début en 3-5-2. Et il y a eu ce moment avec De Gea très fort. Et Keane, on en parlera dans le prochain épisode, mais Keane qui est en concurrence pour être le meilleur attaquant de notre équipe, qui a eu des votes. Est-ce qu'il est premier ou pas? Vous verrez. Mais en tout cas, Raph, pour terminer sur ce dossier-là, est-ce que, pour reprendre un petit peu les propos de Conceição, qui dit le football c'est simple, il faut marquer dans la cage d'un côté du terrain et défendre la nôtre. Le football c'est simple, quand tu as un bon gardien, un bon attaquant, souvent ça marche, non? Et Paladino et la Fiorentina, tu peux faire toutes les idées de football que tu veux, mais au final, si tu as Ken et De Gea, déjà, ça te simplifie la vie, quoi. Bah, c'est des postes décisifs dans le foot. Si tu as un très bon gardien qui t'évite de prendre des buts, à l'inverse, si tu raisonnes à l'inverse, si tu as un mauvais gardien et que tu en prends 3 par match, tu peux avoir tout le reste, un très bon effectif, tu en prendras quand même 3 par match. Donc déjà, quand tu as un très bon gardien qui t'empêche d'en prendre 3, ça change quand même la phase de tes matchs. Je pense qu'il y a une émulation aussi dans le reste de tes joueurs qui n'ont pas envie de prendre des buts, qui savent qu'ils peuvent compter sur un très bon gardien derrière toi. On en parlait tout à l'heure sur Tomori, et Antoine a raison. La dynamique de la défense, c'est pas seulement un gardien, c'est pas seulement un défenseur central, c'est 1+4, 1+3, si tu joues à 3 centraux. Et quand tu sais que tu as un très bon gardien derrière toi, ta défense, elle se comporte différemment. Et si tu as une très bonne si tu as de très bons défenseurs centraux, ton gardien, il va être aussi plus en confiance. Je pense que ce soit Di Gregorio ou De Gea, mais là on parle de De Gea, c'est quand même top pour la Fio de compter sur un très bon gardien, un très bon attaquant. Bah, c'est ça, je pense, qui les fait passer à la 5-6e place. Si tu as un très bon gardien, mais pas de 9, bah, c'est bien, mais tu peux faire au mieux 0-0 ou 1-0. Et si tu as les deux, bah, tu marques 2 buts par match, tu t'en encaisses pas trop, et puis voilà, à la fin, tu gagnes. C'était aussi, un peu le problème de la Juve, qui avait un très bon gardien. Je parle de Di Gregorio, mais Vlahovic qui marquait pas trop. Là, ça va un peu mieux pour Vlahovic. Et comme par hasard, la Juve, même si elle ne perdait pas, elle fait peut-être un peu moins de nul. Ou en tout cas, c'est peut-être pas encore résolu parce que Vlahovic marque pas but sur but. Mais quand tu as un gardien et un 9, bah, c'est sûr que ça te change la vie. Après, tu peux faire toutes les tactiques que tu veux, tous les schémas que tu veux. Si tu as deux postes, un en bas et un en haut, qui sont décisifs, ça change quand même la phase des matchs. Alors, dans le classement et dans les votes, il n'y avait pas un autre gardien, mais puisqu'on parle de la Juve, moi j'étais tenté de mettre Perrine dans les nominations, parce que je me demande franchement si Perrine ne fait pas une meilleure saison même que Di Gregorio. S'il joue peu Perrine, mais quand il joue sur la Ligue des Champions en Serie A, c'est très très fort. Et c'est un choix de carrière intéressant de Perrine qui préfère être numéro 2 à la Juve, avoir un bon salaire, jouer quelques matchs plutôt qu'être numéro 1, parce que Perrine, je pense qu'il est numéro 1 dans 12, 13. Dans 15 clubs de Serie A. Ouais, c'est ça, parce que j'allais faire le compte, parce que Taki, alors peut-être pas la Fiorentina actuellement, peut-être pas l'Inter actuellement. Il peut être au Napoli, par exemple. Oui. Il peut trouver la place de mérite. C'est ça. Il peut être à la Roma. Il est peut-être mieux payé en tant que deuxième à la Juve qu'en tant que premier à la Fio, à Naples, etc. Je sais pas. Peut-être qu'il, ça, c'est possible. Peut-être qu'il aime aussi ce côté deuxième qui peut jouer des matchs, notamment en Ligue des Champions. Où là, Di Gregorio, il a loupé quelques matchs en Serie A. Il a sa chance. Après, je ne pense pas que ça changera la rotation. Enfin, ça changera pas la rotation. Di Gregorio, il est titulaire. Je pense qu'il le restera. Oui, ils ont investi sur lui sur le long terme. Perrine, il est un petit peu en fin de carrière maintenant, même s'il lui reste encore seulement 3-4 saisons. Mais c'est vrai que c'est un vrai choix de sa part. Mais en tout cas, voilà, pour quand même signaler un très très bon gardien qui ferait sûrement beaucoup de bien à de nombreuses équipes. Son Genoa, par exemple, pour le maintien, ça pourrait être utile. Alors, gardien, c'est fait. De Gea. On passe au latéral droit. Latéral droit, attention. Hop. Di Lorenzo, 46%, Bellanova, 36%, Dodo, 9%, et Ghiasi, 9%. Je ne dirai pas qui a voté pour Ghiasi, mais s'il n'est pas là ce soir. Tu me dis pas, il va falloir tout dire du podcast. C'est ça. Alors, moi, je vous le dis, j'ai voté pour Dodo. Je suis très Fiorentin dans ce début d'équipe parce qu'il m'a impressionné. Alors, plus sur la première partie de saison, peut-être que sur les 2-3 premiers mois où c'était un train sur le côté droit, il était assez dévastant. Et puis, c'était pour mettre en avant un joueur peut-être un petit peu moins médiatique. Mais bon, Di Lorenzo, c'est plutôt logique. Anto, il a vécu un été pourri. Il a vécu en national, clairement, on lui a mis à peu près la moitié de l'élimination en huitième de finale et du parcours
plus que chaotique de la nationale sur les épaules parce qu'il a été mauvais à tous les matchs. Il a pris le bouillon contre l'Espagne, il a pris le bouillon contre la Suisse, il a pris le bouillon tous les 3 jours. Il sortait aussi d'une saison compliquée avec le Napoli. Pendant l'été, il voulait partir, il faut le rappeler, pour aller à la Juve, avec son agent qui poussait fort, bien alléché par les belles primes à la signature. Finalement, Conte l'a retenu, lui a laissé le brassard, l'a mis au centre du projet, au début en Blanchet au droit, ce défenseur avec le droit du 3-4-2-1 de Conte, puis dans le 4-3-3, il est dans cette position de latéral, mais dans un latéral moyennement offensif, mais il fait tout de même des passes décisives cette saison. C'est une évidence pour toi, Di Lorenzo? Meilleur. Pour moi, c'est le symbole du Napoli, de Conte. C'est une super renaissance. Je pense que le live qu'on avait fait après Italie-Espagne, où je disais à quel point Williams l'avait violé tout le match. Allez réécouter ce live. Allez réécouter, il est en podcast. Et puis si on retrouve la vidéo, c'est encore mieux parce que Anto député comme ça, c'est rare. Ouais, un peu contrarié. Mais non, pour moi, c'est logique parce que si on suit aussi une logique de mettre un peu les hommes forts des équipes en forme, je pense que un des symboles du Napoli, c'est Di Lorenzo parce qu'il est capitaine et parce qu'il est bon. Après, j'ai trouvé aussi, je sais pas d'où il sort ce Jazzy, mais j'ai aussi trouvé que finalement, il y a Bellanova qui a alterné des choses bonnes et moins bonnes, mais je trouve pas non plus que sur ce poste-là, il y a une concurrence acharnée pour savoir qui est le meilleur arrière-droit en Serie A. Donc, il fait un bon début de saison, mais je dois aussi dire qu'il n'y a pas forcément le même embouteillage que sur les autres postes. Mais il fait un bon début de saison et il mérite sa place. Toi, de ton côté, Raph, je suis en train de chercher, pour être franc, pour qui tu as voté. Il me semble que c'est Bellanova, c'est ça? Alors, j'avais mis Bellanova ou Di Lorenzo, mais je pense que j'avais fait pencher la balance pour Bellanova. Mais c'est un petit peu pareil que mon duel Di Gregorio Derrea. En vrai, Di Lorenzo mérite aussi, et j'ai beaucoup hésité entre les deux. D'ailleurs, ça m'a fait penser, en entendant Anto, en écoutant Anto, ça m'a fait penser que j'avais mis Di Lorenzo dans mon homme du week-end sur un des débriefs Serie A qu'on avait fait sur Pronto Calcio. Et j'avais voulu le mettre en avant justement parce que capitaine, parce qu'il revient de loin. Tu l'as dit Anto, j'allais le dire aussi, mais il revient de loin. Il n'a pas fait que des grands matchs ces dernières saisons, et avec la nationale non plus. Et là, le voir avec Naples, qui est premier ex-aequo avec l'Atalanta, capitaine, faire les matchs qu'il fait, des passes D, c'était significatif. Après, moi, j'ai mis Bellanova parce que j'ai voulu récompenser le côté surprise un peu de l'Atalanta et son nombre de passes D, je crois qu'il a 5 ou 6, donc c'est pas rien non plus. Mais ça se joue. Alors, c'est les deux meilleurs, je pense, à leur poste en Serie A. Et comme tu l'as dit justement, Anto, il n'y a pas non plus, il y en a pas 10 000 qui peuvent les concurrencer. Donc c'était assez logique de les voir aux 2 premières places. Et un petit peu comme pour le gardien. D'ailleurs, Bellanova est concurrencé par Zappacosta à l'Atalanta. Et Zappacosta, au final, qui joue aussi bien à droite qu'à gauche, lui aussi sans faire de bruit. Alors, du coup, on l'a mis dans aucune des deux catégories, dans aucun des deux postes, parce qu'il paye un petit peu justement cette polyvalence et cette discrétion. Mais c'est un joueur un petit peu comme Martin de Roon. Au niveau de l'Atalanta, c'est partie de ces joueurs-là sur lesquels Gasperini a beaucoup de mal à s'en passer, en fait. Parce que ce n'est pas des joueurs qui brillent, mais c'est des joueurs qui sont intelligents tactiquement et qui donnent de l'équilibre à l'équipe. Non, ce que tu dis, c'est juste. Et on parlait des gardiens, mais on voit encore qu'en Italie, on a foison de pistons. Parce que rien qu'en Serie A, tu parles de Zappacosta, de Bellanova, on peut parler de Cambiaso, on peut parler de Di Marco, on peut parler de Ruggeri, on peut parler de plein de. On a même à l'étranger avec Udogie, on a une tonne de pistons, et il y en a des pistons de très très haut niveau. Ce que fait Zappacosta, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez impressionnant dans les deux phases et sur les deux côtés. Après, Bellanova, il a quand même eu un début difficile à l'Atalanta, et pour s'adapter, je pense qu'il a eu un peu de mal à prendre le step au-dessus du Torino. Mais il progresse bien, et je pense que ça va être une bonne. Ce sera quelque chose qui va. Je pense qu'il va encore plus devenir encore plus fort avec Gasperini. Après, si je peux te dire une dernière chose, c'est que Di Lorenzo, il y a aussi un truc, c'est que moi je trouve que quand il joue pas bien, en général, le Napoli ne va pas bien.
En général, quand il joue bien et qu'il est en forme, le Napoli tombe bien aussi. Je pense qu'il y a aussi un vrai truc avec lui à ce niveau-là. Je pense qu'il a besoin d'être aussi avec des coéquipiers qui sont bien et vice-versa. Mais je trouve qu'il y a vraiment une corrélation entre ses méformes et aussi les mauvais moments du Napoli, plus qu'avec d'autres joueurs, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, on l'a vu l'an dernier, dans le marasme de la 10e place, il était nul. Et il a traîné ça jusqu'à l'Euro. Donc je pense aussi que c'est quelqu'un qui est très influencé Di Lorenzo. Mais en tout cas, je pense qu'il m'a vraiment d'être élu le meilleur arrière droit parce qu'il revient vraiment de loin. C'est presque même c'est surprenant de le revoir à ce niveau-là. Ben, surtout mentalement, je trouve qu'il a été fort. Je sais pas ce que tu en penses, Raph, mais c'est vrai qu'il était un petit peu au fond du trou. Il y avait toutes les choses, on l'annonçait partant. On sait que les supporters du Napoli, lorsqu'ils prennent un joueur en grippe, c'est bien chaud. Donc il a quand même été pas mal secoué sur les réseaux sociaux, sa famille, tout ça. Enfin, ça a quand même été bien chaud pour lui en juin, juillet. Et il a réussi aussi à regagner aussi malgré tout le respect du public, parce que ça semble bien se passer. Donc il y a ça aussi, il y a le côté humain où Di Lorenzo fait preuve d'un vrai caractère. Alors que moi, pour être franc, je pensais qu'il allait partir et que, enfin voilà, c'était fini pour le Napoli. Pour lui, qu'il en avait besoin, surtout parce qu'après une saison pourrie, après un Euro pourri, je me suis dit, c'est un fin de cycle complet. Et c'est quoi pour toi? Il y a vraiment un effet Conte, tu penses, sur lui? C'est Conte qui a réussi à le switcher. Je pense exactement à ça. Je pense que si ça n'avait pas été Conte, il se serait barré. Parce que, comme tu dis, il sort d'un Euro pas bon. Ça arrive de rater une compète. Bah, lui, il a raté sa compète. Il a raté sa saison avec le Napoli. Et ça aurait été même plus simple pour lui de quitter Naples pour aller, je sais pas où, moi, en Turquie ou que sais-je, dans un endroit où il a tout à refaire, mais où il est un peu anonyme. Et au final, il est resté. Et je pense que c'est Conte qui, dès qu'il est arrivé, il a dû lui dire, écoute, je compte sur toi. La preuve, c'est qu'il est capitaine. Mais il a dû lui dire, écoute, je compte sur toi, on va bosser ensemble. Et peut-être que si ça se passe mal à la fin de la saison ou au mercato, de janvier, peut-être on verra. Mais en attendant, je pense que c'est Conte qui l'a un peu transformé et qui du coup lui a donné cette confiance. Et on connaît tout l'intérêt et tout l'aspect mental d'un joueur de foot qui compte pour énorme dans ses performances. Mais je pense que c'est pas du tout anodin s'il se révèle sous Conte et on se rappelle et on sait tous dans tous les cas que Conte arrive à tirer le meilleur de beaucoup de ses joueurs. Et je pense que c'est exactement le cas pour lui. Attends, on t'entend pas, Cédric. Je vois que tu parles, mais on ne t'entend pas. D'ailleurs, Di Lorenzo, cette saison, c'est donc 18 journées de Serie A, 18 matchs, 18 titulaires, 3 buts, une passe décisive. Il a joué tous les matchs, quasiment tous en intégralité. Donc, c'est vraiment un joueur de base. C'est le joueur avec le plus gros temps de jeu, le joueur de champ avec le plus gros temps de jeu du Napoli. Donc, voilà, c'est clairement un joueur qui serait important dans la course Scudetto pour le Napoli. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs du Napoli dans la défense de Pronto Calcio? Je vais vous dire ça dans un instant, puisque l'on va passer au défenseur axial droit. Eh bien non, pas tout de suite. Yen a gagné. Yen, le défenseur suédois de l'Atalanta, 46%, suivi de Armani, 27%, Gila, comme vous voulez, 18%, et Comuso, 9%. Les 9% sont ceux de Nicolas Wagner, que l'on reçoit une nouvelle fois, puisqu'il a voté pour le jeune défenseur qui a été appelé par Spalletti lors du dernier rassemblement. Alors, il y avait un clair déséquilibre entre défenseur axial droit et défenseur axial gauche, selon moi, puisque de l'autre côté, on a Buongiorno, Bastoni, et pour moi, ça aurait été la défense. Si on faisait une équipe sans restriction, j'aurais mis Buongiorno, Bastoni à Arrivederci. On ne pouvait pas. Donc, il y a même Kalulu, même d'ailleurs, de l'autre côté, puisqu'il a pu jouer à gauche au final dans la défense après la blessure de Bremer. Bremer qui n'est pas bien sûr dans les possibilités, puisqu'il n'a joué que 6 matchs. Il fallait avoir joué au moins 12 matchs pour qu'il y ait une vraie incidence sur la première partie de saison. Mais du coup, c'est vrai qu'à droite, c'était un petit peu plus léger. C'est donc Yen, le défenseur de l'Atalanta, qui a été élu. Anto, je crois que tu as voté pour lui d'ailleurs, il me semble. Pour l'instant, j'ai un sans faute pour moi sur les 3 joueurs. Que les joueurs qu'on a. Alors que Raph a voté pour Armani, donc il nous fait un tout faute. Il nous fait une équipe. Enfin, non, pas tout faute, parce qu'après, c'est des joueurs. Mais c'est vrai que pour le moment, il est plus à la minorité, Raphaël, ce soir. Mais Yen, alors moi, j'ai voté pour lui, mais pour être franc, sur les derniers matchs que j'ai vus de lui,
il souffre quand même, depuis 3 semaines, un mois. Il y avait ce penalty contre l'Udinese. Il a beaucoup souffert aussi. Je ne sais plus contre quel match, mais je l'ai vu à la ramasse quasiment tout le match. Même là, le morceau de match qu'il a fait contre l'Inter, compliqué. Enfin, c'est un petit moment qu'il est en souffrance. Yen, d'ailleurs, il a joué les 2 derniers matchs. Il les a commencés sur le banc. Donc, Anto, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce choix-là? Moi, c'était je dis moi mon avis rapidement, après je te laisse. Moi, je l'ai choisi aussi pour récompenser l'Atalanta qui, avant, disait toujours une équipe offensive, et c'est une équipe qui est devenue quand même assez propre défensivement. En tout cas, depuis mi-septembre, il y a une équipe qui a une vraie assise. Et Ien, avec Kosunu, qui est une vraie révélation, avec Kolasinac, qui est très très bon aussi, avec Jim City, qui est toujours annoncé remplaçant, mais qui joue beaucoup de matchs. Et tous les cas, je trouve, ils ont une vraie solidité. Et ben voilà, j'ai voté pour eux, mais on va dire que j'ai un petit peu. Ien, c'est un petit peu l'emblème, on va dire, d'une défense de l'Atalanta qui, contrairement à la saison passée, est plus solide et plus forte. Oui, tu enlèves les mots de la bouche. C'est clairement un peu le symbole de la défense. Bon, après, là, en ce moment, il va moins bien, mais j'ai envie de te dire que c'est un petit peu aussi le cas de toute l'Atalanta. On sent qu'ils sont un peu en. Ça décompresse un petit peu, là, en ce moment. On va pas parler du match d'hier où on a compris que Gasperini voulait que l'Inter gagne. Mais il a une puissance physique qui peut rappeler parfois le Bremer du Torino. Il a une justesse dans l'anticipation. Il est extrêmement agressif. Il y a des matchs où clairement, enfin, le traitement qu'il a réservé à Leao, je crois, à Morata, quand Milan a joué contre eux, je me rappelle, enfin, c'était assez puissant physiquement, c'est propre, c'est encore un exemple de défenseur moderne, mais pour moi, c'est un joueur qui, en plus, qui est jeune, qui a une grande marge de progression, mais il est assez impressionnant dans ce rôle de défenseur comme ça, axe. Et j'en suis quasiment sûr que toi, qui es intériste de cœur, tu rêverais de l'avoir pour remplacer le tonton à Charby du KKK dans l'axe de l'Inter, parce que je pense que c'est sûrement un futur grand défenseur, hein, notre ami Yen. Alors, je crois qu'on en a déjà parlé en privé. Je ne sais pas, en fait. Je commence à avoir pas mal de doutes, surtout les joueurs de l'Atalanta hors contexte Atalanta. On l'a encore vu ce soir avec Kobe Mainers, qui fait un match vraiment pas terrible. J'ai toujours des doutes là-dessus. Et Yen, alors même si on avait vu des choses plutôt correctes à l'Hellas Vérone aussi, avant qu'il ne signe, mais franchement, je sais pas. Bastoni vient d'où à la base déjà? Ouais, mais lui, au final, il arrivait très jeune. Il arrivait à 19 ans à l'Inter. Après, il était prêté à Parme, donc il n'était pas façonné encore. Il a été façonné plus par Conte, puis Inzaghi. Les joueurs façonnés par Gasperini, j'ai un peu de doute. Et du coup, tu vois, dans cette piste-là, si tu me demandes un joueur à l'Inter, moi, je prends peut-être finalement Gila, qui est peut-être un peu moins axial pur, mais qui est très très fort défensivement, qui est très propre, qui dans les interventions, dans le 1 contre 1. Et alors peut-être j'ai aussi été marqué, mais lors du match Lazio-Inter il y a 3 semaines, la Lazio fait 30 minutes de très très haut niveau, il est sur le terrain, il tient Thuram de façon parfaite, il se blesse, il n'y a plus de Lazio. Donc, et c'est aussi des choses qui marquent, et je trouve que Gila, on parlera de la Lazio dans d'autres moments dans cet épisode, mais je trouve que si la Lazio est à un haut niveau cette saison, et pour le moment lutte à minima pour une place en Ligue des Champions, elle le doit plus à Gila, par exemple, qu'à Romagnoli en défense. Et que c'est vraiment une belle prise de la part de la Lazio, et que Baroni est en train d'en faire quelque chose de très très bien. Mais donc Rarmani aussi, Raph, tu l'as choisi, toujours pareil pour le côté plus Napoli récompenser la meilleure défense de Serie A, ou après c'est vrai qu'il a fait, faut être honnête aussi, il a fait des gros matchs, notamment les matchs importants contre la Juve et contre l'Inter. Il a été très bon. Donc, c'est ça aussi, cette solidité-là qui t'a plu? Ouais, c'était un peu un tout. Comme tu l'as dit déjà, parce que il fallait choisir un axe droit, alors même que sur le côté axe gauche, il y avait plus de bons joueurs, on va dire. Mais en fait, ça s'est goupillé différemment. C'est parce que j'avais aussi déjà mis un joueur de l'Atalanta sur mon poste de latéral droit. J'avais mis Bellanova. Donc, j'avais pas envie de remettre un joueur de l'Atalanta, mais j'avais plutôt envie de récompenser le seul Napolitain que j'ai mis dans mon 11, si je me souviens bien.
Donc, il fallait que j'en mette un, et là, ça tombait bien parce qu'effectivement, il a fait des bons matchs. Il a joué quasi tous les matchs. Là, je reviens sur sa fiche. Il a joué tous les matchs 90 minutes en Serie A, sans exception. Donc, c'est aussi pour récompenser ce côté régulier dans le niveau, dans les matchs joués. Parce que Buongiorno en a raté plusieurs, par exemple. Mais voilà. Et puis comme je l'ai dit, j'avais déjà mis un joueur de l'Atalanta sur le poste de latéral droit. Fallait pas non plus que. Enfin, j'aurais pu, mais il y en a d'autres chez moi, des joueurs de l'Atalanta. Je voulais pas faire qu'une équipe noire et bleue. Oui, puisque tu as aussi voté pour 2-3 joueurs de l'Inter, je crois, au passage, donc ça aurait fait un Plutôt petit peu 2 que trop. 3. Ah non, 3, t'as raison. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a presque la possibilité de faire un 11 complètement Nerazzurro, en fait. Si tu fais Inter-Atalanta, franchement, tu t'en sors bien. Ça peut être pas mal. Mais bon, je comprends. En tout cas, voilà. Alors C'est sûr qu'Elvin qu'il y va a pas- arriver, Il n'y a pas beaucoup d'équipes rouges et noires en Serie A, donc c'est plus compliqué. c'est vrai, c'est vrai. Foggia n'est Et pas encore, encore là. c'est ça. On va espérer un retour d'ici 2-3 ans, mais ça va être compliqué. Elvin arrive dans 2 minutes. Donc, il a eu un petit peu de retard puisqu'il travaillait sur le match. D'ailleurs, lorsqu'il arrivera, on reviendra rapidement sur la performance de la Juve, puisqu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de Juventino élu dans l'équipe. Donc, est-ce que ça va arriver ou pas? On va voir. Nous, on va passer au défenseur axial gauche pendant ce temps. Et puis, comme ça, on accueillera avec ce débat-là. Alors, Buongiorno ou Bastoni ou Kalulu? Réponse. Buongiorno, 46% des voix pour le défenseur du Napoli. Raphaël, le petit sourire, ça te réussit pas cette équipe, compliqué. Bah, j'ai mis à chaque fois le deuxième, donc c'est bien. C'est ça. Et je vais expliquer pour la même raison que j'ai mis plutôt Bastoni que Buongiorno, parce que j'avais mis un Napolitain sur l'autre côté. Donc voilà. Après, il y a les arguments s'entendent pour les deux, mais Buongiorno, effectivement, il nous a sorti une très belle demi-saison dans son nouveau club, donc c'est très très fort. Et donc oui, Bastoni, deuxième, 36%. Et puis un vote pour Kalou et un pour Kolasinac. On en parle tout à l'heure de Kolasinac, effectivement, qui fait partie de ces joueurs peut-être pas très médiatisés. Mais donc, Buongiorno, Anto, alors certes, il a raté les 2-3 derniers matchs pour blessure, et c'est Juan Jesus, oh mon Dieu, qui le remplace. Mais voilà, c'est vrai qu'il a. D'ailleurs, il rate le premier match de la saison, Buongiorno. Le Napoli se prend un 3-0 assez violent contre l'Hellas Vérone, contre les phénomènes de l'Hellas Vérone, c'est dire. Et derrière, bon, il revient, il est présent, et ça a donné une stabilité à cette équipe du Napoli qui n'a plus sombré, qui n'a pas eu un seul match où vraiment. Si, il y a eu la claque contre l'Atalanta, pardon, 3-0. D'ailleurs, sur lequel il n'est pas particulièrement fautif sur les buts, mais bon, il fait partie de tout le travail défensif. Mais sinon, pour le reste, ça a été un gros match, une grosse saison, peu d'erreurs, surtout très propre, il concède peu de choses. Et pareil, lui, lors des gros matchs, Juve, Inter, Milan, à chaque fois, il a répondu présent. Il m'avait bien marqué son match contre l'Inter, surtout, c'était d'une agressivité assez folle. Un joueur qui continue de progresser, sur sa lancée de la grosse saison avec le Torino, il a été disputé entre plusieurs clubs italiens cet été, il va au Napoli. Je pense que là aussi, Conte y est pour beaucoup. Un joueur propre, j'arrête pas de me dire tout le temps qu'on a eu des problèmes de défense en centraux en Italie, et pour revenir encore à ma casquette de Mister Azzurro. Et je me dis qu'en ce moment, on a 3 gauchers comme exceptionnels en sélection avec Calafiori, Buongiorno et Bastoni, et que Spalletti a essayé de les faire jouer ensemble, mais c'est très compliqué. Après, moi, je crois que j'avais voté pour Bastoni, je me rappelle, ça fait un moment qu'on avait fait l'équipe. Tu me diras, mais franchement, les deux se valent. Peut-être que Bastoni, par rapport au modèle de jeu d'Inzaghi, il a une prédisposition peut-être à être plus offensif, d'être meilleur sûrement dans la passe, dans le jeu offensif. Par contre, Buongiorno, sur le duel sur l'homme, sur savoir défendre debout, en reculant, en anticipant, c'est extrêmement propre, et c'est un joueur qui ne cesse de progresser. Il est encore jeune, il a 24 ans pour un défenseur, c'est bien. Moi, c'est un joueur que j'aurais adoré avoir au Milan, par exemple, mais je pense que Napoli a trouvé un défenseur de qualité. Il fait un très bon début de saison, et je pense que c'est un des 3-4 acteurs principaux de début de saison du Napoli, clairement. Après, voilà, franchement, les deux
Enfin, les deux, là, c'est sûrement les deux meilleurs défenseurs de Serie A. Donc, et je pense qu'avec Bremer Oui, sans avec, blessure, c'est c'est un peu les ça. trois. C'est ça, avec Bremer sans blessure. Ça... D'ailleurs, Bremer aurait récemment été élu axial droit sans grande difficulté, sans sa blessure. Quand on parle de Bremer, on accueille Elvin Defazio. Salut Elvin. Comment allez-vous, messieurs? Ben, ça va et Et toi, toi? apparemment. Très Bonne bien. année à vous tous. Meilleurs vœux, Elvin. Bonne année. Et merci d'être avec nous. Donc, tu travailles sur ce match entre la Juve et Milan. On va faire une petite pause dans cette équipe type, justement, pour venir avec toi. On a parlé en début d'épisode sur l'AC Milan, sur ce qu'on pensait, Anto et Raph, de cette première de Conceição sur le banc. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? On le disait, une équipe de la Juve, est-ce que tu es d'accord avec nous, mais qui était un petit peu trop calculatrice, attentiste, non, qui était un petit peu trop dans la gestion. Ça s'est vu lors du 1-0, les changements, où, avec Kopenhagen qui s'est retrouvé faux neuf une nouvelle fois, à vouloir un petit peu blinder. Peut-être les regrets sont là-dessus, non? Parce que l'AC Milan, changement d'entraîneur, beaucoup de nouvelles tactiques, des joueurs qui revenaient de blessures, n'étaient pas forcément à 100% et donc étaient prenables ce soir. Oui, non, avec tout le respect que j'ai pour Milan, ce Milan-là, il est embarrassant. Donc tu perds face à un Milan embarrassant, mais c'est la photographie parfaite de la Juve de cette saison, c'est-à-dire une équipe qui est capable de faire 30 minutes hyper intéressantes, ou en plus tu jouais face à une équipe qui était pas rodée du tout, parce que là tu passes un 4-3-3, le début de match était compliqué au milieu de terrain, Bennacer, il comprenait pas son positionnement, bref, tu avais la possibilité de mettre en difficulté une équipe qui se découvre un petit peu avec ce 4-3-3. Donc tu fais 30 minutes intéressantes et tu tues pas le match. En seconde période, tu reviens, tu as deux énormes occasions en 2 minutes, il dit de Vlahovic, et puis après, tu fais plus rien. Milan prend forcément confiance. Alors oui, il y a des buts un peu folkloresques, tout ce que tu veux, mais la Juve a fait de la Juve, et Milan, sans forcément être flamboyant, ça a été pas du tout un grand Milan, mais arrive à gagner ce match. Donc ça montre toutes les difficultés de ces deux équipes dans le jeu cette saison. C'était pas le match de l'année, mais Milan n'a rien lâché en seconde période, mérite sa victoire, parce que la Juve devait conclure le match beaucoup plus tôt. En première période, ou même retour de seconde période, la Juve devait se mettre à l'abri. Et ensuite, oui, il y a eu beaucoup trop de calculs. On a vu une Vec Cassignol très bien avoir le ballon, mais sans réellement en faire quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, c'est un petit peu symbolique que le joueur qui marque est le joueur qui n'était pas annoncé dans le 11 titulaire, puisque Conceição se blesse lors de l'échauffement, et du coup, Canyanidis se retrouve titulaire. Et peut-être le meilleur d'ailleurs de la Juve, parce qu'au-delà de son but, il a été très, très remuant. Alors, j'ai en profité pour te poser une question, puisqu'elle est arrivée sur le chat tout à l'heure. Hop, c'est Teddy qui nous demande si, par rapport à la Juve, vu le peu de temps de jeu qu'il a à Porto, pourquoi la Juve ne rappellerait pas de Diallo de son prêt pour être sur le banc et avoir une solution en plus, parce qu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, Danilo qui était écarté de façon pas forcément très classe, par rapport à les dire, enfin très classe, on en pense ce qu'on veut, mais voilà, mettre le capitaine comme ça en dehors de l'équipe et de ne pas le faire venir pour la Supercoupe alors qu'il n'y a personne sur le banc. Est-ce qu'un Diallo, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme avant de recruter un vrai possible titulaire du côté de la Juve? La réponse, elle est assez simple, Thiago Motta. C'est-à-dire que Thiago Diallo a été pris avec Allegri. Ça ne correspond pas du tout, a priori, aux idées de Thiago. Ce n'est pas du tout une idée de la part de la direction de la Juve. Donc non, c'est avant tout parce que voilà, Diallo représente malheureusement. Alors, est-ce qu'il a déjà représenté le présent? Je ne sais pas. Mais il ne représente absolument pas le futur, c'est le passé, j'ai envie de dire. Donc non, il n'y aura pas de retour de Thiago Diallo. Là où certains auraient pu se dire, par exemple, des retours de jeunes joueurs qui sont prêtés dans certains clubs qui sont intéressants. Mais non, a priori, la Juve veut vraiment intervenir avec un achat cet hiver. Et il y aura au minimum 2 arrivées en défense. Ouais. Il t'a plu Tomori ce soir? Mais je pense que la charnière milanaise ce soir est quand même costaud, parce que Vlahovic n'existe pas. Alors, Vlahovic fait un match embarrassant là-dessus, il loupe des choses qu'il ne doit pas louper, mais défensivement, j'ai trouvé une défense costaud. Tomori, du jour au lendemain, réexiste avec l'arrivée de Conceição, donc tant mieux pour lui. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions, un petit regard entre lui et Giuntoli, mais en tout cas, c'est un joueur qui plaît à la Juve, et oui, mais de ce que je sais, il n'y a jamais eu de contact pour le moment entre Milan et la Juve. Bon, mais on verra. En tout cas, c'est vrai que... d'ailleurs, Teddy te remercie pour la réponse. On salue Teddy qui était déjà
bien présent lors de nos lives cet été, donc toujours un plaisir de le retrouver. Voilà, donc du coup, élimination, retour. Il y a un gros mois de janvier d'ailleurs pour la Juve, et donc est-ce que c'est pas mal pour un bien? Parce que va y avoir le Milan d'ailleurs, va y avoir le Napoli, et l'Atalanta. Donc il y a un gros mois, puis la Ligue des Champions, il faut aller chercher peut-être le top 8, parce qu'après tout, il est jouable avec 2 victoires. Donc il y a un gros mois de janvier qui arrive, donc est-ce que c'est pas mal pour un bien cette défaite qui peut un peu peut-être secoué, parce que la Juve ne perdait jamais, donc il y avait toujours cette excuse, cet alibi de dire mais on perd pas. Donc là il y a une défaite, donc ça peut être un petit peu secoué, et puis ça donne 10 jours pour travailler, quoi. Bon, là, tu pouvais pas faire match nul, tu étais dans la merde. Tir au but. Tu pouvais passer au tir au but, mais bon. Exactement. Non, mais je sais pas, moi, avec un mal pour un bien, parce que quand tu t'appelles la Juve et Super Coupe, même si c'est en Arabie Saoudite, avec tout ce que tu connais autour, etc., tu es là pour gagner. Je veux dire, l'Inter, hier, est venu sur la pelouse sans se poser de questions. Il n'y avait pas de oui, mais peut-être. Non, l'Inter est venu pour gagner. Je veux dire, tu fais un voyage en Arabie Saoudite, c'est pas pour passer de jours de vacances. Tu vas en Arabie Saoudite, c'est pour aller en finale et gagner la compète. L'Inter, c'est ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'a fait l'Atalanta. Aujourd'hui, la Juve, et je dis pas que c'était l'Atalanta qu'elle est venue en touriste, mais tu peux pas avoir cette attitude si tu veux aller en finale. Donc non, pour moi, quand tu vas en Arabie Saoudite jouer cette compète, c'est pour aller la gagner, encore plus quand tu t'appelles la Juve et que tu es le club le plus titré en Italie. Moi, c'est mon opinion. Après, je sais que certains se disent je m'en fous de cette compétition, si tu la gagnes pas, peut-être. Mais je veux dire, la Juve, ça fait 4 ans que les trophées, ils les regardent portés par d'autres équipes. Et ça, pour un club comme l'avec Cassignol, je pense que c'est pas très acceptable. Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que la victoire appelle la victoire. Pour moi, c'est pas cliché, tu as raison là-dessus. C'est vrai qu'hier, on a vu le 11 type d'Inzaghi, il n'a pas calculé en disant mais dans 3 jours, il y a une finale, mais en revenant, il y aura des matchs tous les 3 jours. Il a mis le 11, et c'est vrai qu'en Italie, on appelle ça provincial, hein, le comportement qu'avait Gasperini de lâcher des matchs et de calculer. Et c'est vrai que. Et après, râler auprès des arbitres, ça c'est du classique de Gasperini. Oui. C'est personnage, hein, mais bon, hier, il n'y avait pas photo, je veux dire. Et encore, le match pouvait à 2-1. Tu sais, l'Inter, ça c'est le défaut de l'Inter, c'est que tu n'arrives pas à conclure les matchs. Tu as un nombre d'occasions incalculable, tu ne conclus pas le match. Et à 2-1, à 10 minutes de la fin, ça aurait pu totalement tout changer. On connaît l'Atalanta qui a fait rentrer Lookman, etc. Mais bon, l'Inter, s'il voulait, pouvait gagner ce match. À la mi-temps, il aurait pu avoir 4-0. Bon. Avec un Lautaro. Embarrassant. On parlait de Vlahovic, mais Lautaro est encore plus embarrassant, je crois. Lautaro, depuis qu'il a gagné son ballon d'or, il a l'air fatigué. Il va falloir qu'il se repose un petit peu, quoi. Compliqué. Mais d'ailleurs, on va aussi vous parler des flops en toute fin d'épisode, qu'on ait dit notre flop. Ce qui est fou, c'est que Lautaro et Vlahovic n'ont pas eu un seul vote. Alors c'est vrai qu'il nous faut une saison quand même, parce que Vlahovic, c'est 3 buts en dehors des pénaltys quand même. Donc c'est en Serie A, donc c'est vrai que c'est embarrassant. Il y a un problème plus global, si je peux me permettre. Je sais qu'après, le temps sera réduit, mais le problème, c'est que oui, Vlahovic n'est pas bon. Ça, c'est la réalité, ou du moins pas bon. Il ne faut pas être extrémiste, mais il y a un manque de continuité dans les prestations. Sauf que moi, je vous pose une question, ça m'intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, la Juve peut se permettre de jouer sans son seul numéro 9 avec cette caractéristique-là, c'est-à-dire un vrai numéro 9? Parce que l'Inter peut se permettre de jouer sans Lautaro, parce que tu as les buts qui viennent d'ailleurs. Tu as Thuram qui marque, mais même tu as des Mezza là, qui marquent, Dumfries, Di Marco, etc. À la Juve, c'est un autre problème, c'est que tu n'as personne d'autre qui marque. Les buts viennent difficilement de la part de d'autres joueurs. Donc, il faut, soit si tu te sépares de Vlahovic ou tu décides de le sortir en cours de match, il faut que tu aies l'assurance que derrière, tu aies d'autres joueurs qui marquent. Là, dans cette Juve-là, tu changes un Vlahovic qui n'est pas bon du tout, sauf que derrière, tu as encore moins d'assurance que les autres marquent. C'est un vrai problème, selon moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un vrai problème offensif globalement. D'ailleurs, le prendre des défenseurs, mais ils n'ont pas parlé aussi de prendre des options. Là, j'ai eu ce matin qui parlait d'un prêt de Zirkzee, mais je n'arrive pas trop à comprendre en fait au niveau du jeu les caractéristiques qu'ils ont en commun. C'est tout l'inverse. Donc je n'arrive pas trop à comprendre le but de ça. On parle d'attendre Milik, mais Milik, j'ai l'impression qu'il ne va jamais revenir. C'est compliqué. Milik n'est plus un joueur de foot. C'est ça, donc c'est un peu. Je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'ils ont toujours les mêmes profils de joueurs de déséquilibre comme Conceição qui est vraiment bon et qui est une belle surprise, je pense, de ce côté-là, où Yildiz il joue sans jouer, je ne sais pas trop Mota ce qu'il fait avec lui. J'ai quand même l'impression, comme tu dis aussi, qu'il y a aussi un problème d'animation parce que Vlahovic, c'est un joueur que j'apprécie, surtout quand il était à la Fiorentina, il était impressionnant, je trouve. Et en fait, j'ai l'impression aussi qu'il a quand même pas beaucoup de ballons, quoi. Quand tu vois, par exemple, le nombre d'occasions que se procure l'Inter, je trouve que c'est plus grave, par exemple, plus que rate Lautaro par rapport au fait qu'il ait vraiment 5-6 balles par match de but.
Et Vlahovic, en fait, il en a 2-3, mais on sent plus que lui, c'est un problème de confiance parce qu'il est quand même vraiment peu servi, mal servi. J'arrive pas trop à comprendre. Parfois, il pousse sur les côtés. Quand Cambiaso n'est pas là, l'équipe elle est complètement différente sur les poussées. Aujourd'hui, on est McKennie arrière gauche. J'ai quand même du mal à tomber aussi fort sur Vlahovic, vu quand même parfois le peu d'animation qu'il a et le peu d'occasions, surtout que l'équipe se crée, quoi. Donc j'ai plus de tolérance avec Vlahovic qu'avec Lautaro, qui, je rappelle, encore il y a 4 mois, faisait son opération de lobby avec Marotta pour un ballon d'or, hein, qui franchement, heureusement qu'il l'a pas eu quand on voit la saison qu'il fait, quoi. Mais c'est un petit peu le problème que je soulevais. Si Lautaro ne marque pas, bon, c'est grave parce que c'est ton capitaine, c'est l'attaquant, etc. Donc oui, on en reparlera, etc. Et d'ailleurs, le joueur est rentré dans une phase où je pense lui-même doute désormais. Mais le truc, c'est que si Lautaro marque pas, c'est pas grave parce que derrière, tu as des joueurs qui marquent, tu as d'autres joueurs. Alors tu créeras un cas avec Lautaro, ça sera le joueur qui sera critiqué demain sur la Gazette, tu as tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que l'équipe gagne. Après, si Lautaro marque pas, bon, à la limite, c'est secondaire. Mais à la Juve, Vlahovic ne marque pas, tu n'as personne d'autre qui marque. Ou du moins, tu as plus de difficultés. Hier, l'Inter, on parle quand même de l'Atalanta, les amis. Alors oui, ils sont venus avec une attitude embarrassante. Mais tu parles d'une Atalanta qui est forte cette saison. Et l'Inter s'est créé un nombre d'occasions incalculable. Je veux dire, ils n'ont pas de problème à se créer des occasions. Là, ça, c'est la différence cette saison avec la Juve. Et si tu n'arrives pas à conclure avec Vlahovic, tu es dans la mouise parce que derrière, tu n'arrives pas à marquer. Rafa, d'ailleurs, est-ce que tu étais inquiet, toi, sur les 20 dernières minutes avec une Juve qui, oui, a fait rentrer Weah, des joueurs comme ça, mais il n'y avait pas d'attaquant, il n'y a pas d'occasion, parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas de repère offensif, il n'y a pas de référent offensif et qu'il n'y avait plus rien, en fait. Alors, j'étais pas inquiet, mais d'ailleurs, on en a un petit peu parlé ensemble. J'ai juste dit une chose, j'ai peur sur les coups de pied arrêtés parce que je sais que Milan est friable là-dessus. Et comme je l'ai vu dans les changements, il n'y avait pas vraiment de changement offensif. Donc, c'est pas ça qui m'a fait peur. C'était plutôt un but sur coup de pied arrêté que ça, tu peux pas trop éviter et qui nécessite pas des attaquants en face. Mais je pensais à Elvin parce que là, je regardais le calendrier de la Juve. Tu vas pas t'ennuyer, Elvin, hein. J'espère que tu as pris des vacances ces derniers jours parce que là, la Juve va jouer tous les 3 jours jusqu'au 9 février, soit dans plus d'un mois. Et d'ailleurs, ils vont enchaîner l'Atalanta, ils vont enchaîner Milan, Naples, Benfica, et le Mercato, bien sûr, parce que comme tu l'as dit, il va être un peu agité sur le côté de Turin. Donc, je pense que tu ne vas pas t'ennuyer pour nous parler des actus de la Juve. Tant mieux, non, mais dans tous les cas, il va falloir une réaction parce que ce qui est inacceptable, c'est que tu sois hors course au Scudetto au mois de janvier. Ça, à la Juve, c'est inacceptable. Mais bon, à la limite, ça fait 5 ans que ça dure. OK. Mais je pense que, moi, honnêtement, cette équipe-là, il y a une énorme marge de progression parce qu'il y a de la qualité, parce qu'il y a des idées. Et on le voit, quand cette équipe est capable de bien jouer, elle est capable de mettre en difficulté ses adversaires. Parce que, contrairement, par exemple, à la Juve d'Allegri, tu as quand même une volonté d'aller faire certaines choses assez claires, presser haut, garder le ballon plutôt que subir, etc. Donc, c'est totalement différent. Maintenant, c'est le manque de continuité dans la même prestation. Ça, c'est inquiétant. Là, aujourd'hui, honnêtement, avec encore une fois le grandissime respect que j'ai pour Milan, tu perds face à une équipe qui est embarrassante. Parce que Milan, à l'heure actuelle, c'est pas du tout une équipe où il y a encore plus qui se découvre tactiquement avec un nouvel entraîneur, etc. Et même malgré ça, tu as réussi à perdre toi-même ce match-là avec une attitude qui n'est pas la bonne en seconde période. Donc, il y a une marge de progression tellement importante qu'aujourd'hui, tu ne peux pas excuser la médiocrité qui est montrée sur le terrain pour la Juve. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et non, mais tu as raison. D'ailleurs, pour terminer, juste Teddy qui dit que, parce qu'on parlait des attaquants, et c'est vrai que l'AC Milan, c'est la même chose. Morata, Abraham, Jovic, cette saison, c'est aussi compliqué. Du coup, c'est Reinders qui se retrouve meilleur buteur de l'équipe avec Pulisic. Tous les matchs. Morata, Abraham, ils ont été blessés une paire de fois. Ils ne peuvent pas non plus être meilleurs buteurs en jouant la moitié des matchs. C'est vrai qu'ils marquent peu. Il y a un autre problème. Mais je suis d'accord foncièrement. Il y a un problème sur le poste-là qui ne marque pas assez, selon moi, même s'ils font des efforts sur le reste. Après, je pense que ça va changer avec Conceição. Conceição, c'est un entraîneur qui va vouloir que les attaquants marquent et que le 9 marque, ou que les 9 marquent, s'ils jouent à 2 pointes. Donc ça, déjà, je pense que ça va changer si les attaquants jouent, parce que Morata, c'est un bon buteur s'il joue 3 matchs de suite. Et pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas. Alors, on reprend notre équipe type. Elvin, je te fais un petit rapidement, et tu me dis en quelques mots à chaque fois ce que tu penses du vote. Alors, on repart donc, hop, voilà. On en était là, mais je reviens donc au niveau du gardien. J'enlève, hop, voilà.
Alors, le gardien, c'était De Gea élu avec 64%, celui de Carnesecchi et Di Gregorio. Et alors, Di Gregorio, c'est vrai qu'il fait une belle saison. D'ailleurs, on a parlé aussi de Perrin un petit peu avant, parce que c'est la doublette qui est solide du côté de la Juve, parce que c'est Perrin qui s'est titulaire, comme on disait, peut-être dans 14-15 clubs de Serie A. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ce résultat-là? Parce que De Gea, c'est la renaissance en quelque sorte qui nous a, je pense, bluffé aussi au-delà du match entre Milan ou de matchs comme ça où il était exceptionnel. Non, non, exactement. Il a été jeté par Manchester. Là, la Fiorentina, elle est très très bon. C'est le deuxième pourcentage de part le plus haut, je crois, après Perrin en Serie A. Mm. Enfin, il mérite largement. Moi, j'avais mis d'ailleurs De Gea, même si encore une fois les deux autres sont super. Hein. Qu'un essai qui fait une super saison, Di Gregorio pareil. Mais De Gea, il y a aussi pour le symbole que vous avez soulevé. C'est pour ça que j'ai mis De Gea. Latéral droit, c'est Di Lorenzo qui a été élu. Et là aussi, c'est le symbole du Napoli, en fait, de Conte. Non, c'est ce que disait Anto précédemment. C'est le joueur un petit peu symbole de cette défense de fer. Ouais, non, alors moi personnellement j'avais mis Bellanova parce que je pense que pareil, c'est une vraie surprise sur la continuité qu'il a cette saison. Di Lorenzo est aussi très important. Moi j'aurais mis Bellanova, mais ça peut se comprendre, Di Lorenzo, avec l'importance qu'il a. Après, surtout une saison catastrophique la saison dernière, 2 dernières saisons catastrophiques. Là, il reprend un peu du poil de la bête avec Conte, l'importance qu'il a. Mais perso, j'avais mis Bellanova. Le premier défenseur axial, c'est Ien qui a été élu. Qu'est-ce que tu en penses? Il y avait Armani, Pareil. Gila et Comuso. J'ai mis Yen, la solidité du gars est impressionnant. Ramani fait aussi une super saison. Encore une fois, c'est les joueurs en dessous. Mais si l'Atalante est aussi costaud défensivement, c'est aussi grâce à ce joueur-là, qui a été pris c'était un choix, un pari de la part de Gasperini, parce que Yen, c'est un joueur intéressant, mais de là à te dire qu'il deviendra aussi important, moi j'avais des doutes. Et franchement, là, cette saison, il est impressionnant. Donc le choix, il est logique. Ben, c'est un peu comme Ederson qui, effectivement, tu le prends à la Salernitana, qui, sur Sabatini, qui veut le chercher en deuxième division brésilienne, et ça devient un monstre. C'est vrai qu'il y a le flair aussi du côté de l'Atalanta, de Gasperini, qui s'est transformé les joueurs. Et donc, on en était là, on était sur ce débat, Buongiorno, Bastoni, Kalulu, Kolasinac, et Buongiorno qui était élu. Là, c'est pareil. Alors, je crois que tu as voté pour un Français, toi, dans la liste. Oui. Alors, on l'a mis défenseur central gauche. Alors, en fait, pour faire les choix pour les postes, c'est bien simple. J'ai pris les heatmaps des joueurs et c'est où ils ont joué le plus. Donc, Kalulu a joué le plus, axial gauche. Donc, je l'ai mis là, mais c'est vrai qu'il a joué axial droit, il a joué latéral droit. Donc, ça a été le joueur un petit peu phare de cette défense, surtout après la blessure de Bremer qui s'est blessé rapidement en début de saison, qui donc n'était pas éligible dans cette équipe. Alors moi j'avais mis Kalulu. Alors ça peut se comprendre, Buongiorno avec le Napoli qui est selon moi le meilleur défenseur en Italie après Bremer, enfin Serie A. Bastoni c'est désormais une assurance, etc. Pourquoi j'avais mis Kalulu? Parce que ça a été un énorme pari de la part de la Juve. Il faut savoir que voilà, quand il arrive, il y a un énorme point d'interrogation physique où on se dit tous, je pense que la Juve a besoin d'assurance. Kalulu, c'est un énorme point d'interrogation. Et au final, c'est le mec qui a le plus de continuité physique. Alors, j'ose espérer que ça continuera. Et c'est pas parce que je dis ça le 3 janvier que le prochain match, il se pète. Mais au-delà de la fiabilité physique, il a juste été impressionnant. Il y a eu très peu de matchs qu'il a loupé. J'en ai noté 2-3 cette saison, mais ça peut arriver. Il est très, très impressionnant. Et malgré la perte de son compère Bremer, il a continué à s'adapter très, très bien avec le duo Gat. Raison pour laquelle j'ai mis Kalulu. Après, voilà, les deux devant ont été aussi impressionnants. Mais personnellement, j'aurais mis Kalulu. Et bien voilà, et bien comme Anto et Raph, vous aviez parlé de ce choix-là, on va passer au latéral gauche. Alors, il y avait un match à deux, très clairement, dit Marco Tavares, puisque Cambiaso, Dolgo et d'autres joueurs ont eu 0. Ça a été, voilà. Et c'est donc Di Marco qui est élu, 55-45, et j'y suis pour rien parce que j'ai voté Tavares. Donc ne pointez pas du doigt l'intelliste du groupe. J'avais mis Tavares parce que symbole de cette Lazio, parce que meilleur passeur, parce qu'il a fait peut-être le dernier mois un peu moins exceptionnel, des petits pépins physiques, mais les 3 premiers mois de la saison, il était incroyable, c'était un train, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et voilà, ce match-là, Di Marco Tavares, ben vas-y, Anto. Toi, tu as voté pour qui d'ailleurs et est-ce que tu comprends le résultat? Et surtout, tu comprends ce dualisme? J'ai voté pour Di Marco. C'était un peu dur pour moi en tant que, que fan de Théo Hernandez, mais bon, Théo était occupé à taper dans les boîtes de nuit. Je pense qu'on peut s'accorder pour dire qu'en ce moment, c'est sûrement le meilleur latéral gauche, piston gauche du monde. Enfin, je vois pas trop en ce moment quelle concurrence il a Di Marco.
Il amène un danger permanent de toute façon sur le côté de l'Inter. Enfin, c'est une valeur, c'est vraiment une valeur ajoutée à cette équipe. Précédemment, tu parlais de défenseur gauche. Enfin, la cohésion d'équipe entre et l'entente entre Di Marco et Bastoni, c'est quelque chose. C'est sûrement un des axes très très forts de l'Inter. Et je peux aussi ajouter Mickey qui relie aussi un peu les deux sur les phases. Enfin, statistiquement parlant, bon, Tavares, c'est impressionnant parce qu'il avait fait un nombre de passes D à un moment donné impressionnant, mais il s'est un peu calmé depuis. Mais Di Marco, c'est une constance depuis déjà plusieurs années maintenant. Enfin, il est exceptionnel, que ce soit dans les attaques, que ce soit dans les buts spectaculaires, que ce soit aussi maintenant dans la défense, que ce soit aussi la gestion des coups de pied arrêtés. On en parle très peu, mais il y a aussi une vraie gestion intelligente des coups de pied arrêtés de Di Marco qui sait très bien les tirer. Alors franchement, pour moi, il y a pas de... Il n'y a pas de concurrence, quoi. Il est extrêmement fort. Et d'ailleurs, pour compléter, tu disais, c'est vrai que c'est un trio, puisque Bastoni, dans une interview récemment, on lui demandait comment vous faites, toi et Di Marco, comme ça, pour cette entente-là, pour courir autant. Et en fait, il a dit, en fait, nous, on ne court pas tant que ça, c'est Mkhitaryan qui court pour nous. Donc, c'est vrai que le travail de Mkhitaryan en couverture, en repli, c'est vrai que souvent, on ne le voit pas, et parfois, on dit, oh, mais Mkhitaryan, il devrait être remplaçant, Mkhitaryan donne un équilibre à tout le côté gauche qui est assez incroyable, et surtout, il libère mentalement Di Marco et Bastoni qui savent qu'ils peuvent se projeter parce qu'ils ont quelqu'un derrière qui va faire le job, alors que si tu as un Zielinski ou un Fratesi à la place, tu vas peut-être te dire, bon, peut-être pas y aller parce qu'il y a un risque. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce trio-là, et donc Di Marco qui est dans l'équipe type, qui est un petit peu pour porter ce trio-là. Mais tu as voté pour Tavares, toi, Raph. Est-ce que tu étais un petit peu sur la même lignée que moi, sur le côté un petit peu révélation et récompenser la Lazio en quelque sorte par ce vote? Exactement, j'ai voulu. En fait, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Antoine, même si pour moi aussi ça me fait mal. C'est le meilleur latéral gauche de Serie A. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, mais là, on récompensait une demi-saison. Et je pense que la deuxième demi-saison sera celle de Di Marco. Là, la première, j'ai voulu récompenser Nuno Tavares parce que je pense qu'il ne va pas rééditer forcément ce genre de performance. Et la Lazio va peut-être pas rééditer ce genre de performance collective. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour le mettre en avant. Et il a quand même fait 6 passes D, je crois. 8 passes D, 8 passes décisives en Serie A. C'est quand même pas rien, c'est un beau monte. Enfin, on n'est que le 3 janvier, et mettons qu'il en fait 4-5 de plus, ça le monte à 13, ça le montera à 13, ce qui sera un très très haut chiffre pour les passes décisives. Mais voilà, j'ai voulu récompenser le joueur et le club, parce que si je ne me trompe pas, moi j'ai pas mis d'autres Lazial dans mon 11, alors que les Interistes, encore une fois, j'en ai mis quelques-uns, donc c'était un peu l'occasion de le récompenser lui et le club. Elvin, je crois que tu as voté Di Marco, il me semble. Est-ce que pour toi, c'est le meilleur latéral gauche? Alors, un de Serie A, 2 du monde actuellement. Latéral gauche, latéral piston. Serie A, oui. Monde, oui. Juste incroyable. Moi, je suis très content que l'Italie ait la possibilité d'avoir à gauche Di Marco, à droite Cambiaso. Parce que tu vois qu'avec la nationale, et ça fait clairement la diff. Non, mais c'est vrai que Tavares, tous vos arguments sont parfaits. Le truc, c'est que Tavares, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il soit aussi fort, aussi performant. Mais le problème, c'est qu'à l'Inter, t'enlèves Di Marco, tu sens direct la différence. Le mec est beaucoup trop important partout, dans tous les secteurs. Défensivement, il a progressé de fou. Offensivement, c'est une assurance. Dans l'équilibre tactique, il est juste fabuleux. Sur les coups de pied arrêtés, il a un pied en or. C'est le joueur parfait. Et je pense qu'aujourd'hui, même si Inzaghi le sort en cours de match, c'est le joueur que tu peux difficilement enlever d'entrée. Donc Di Marco, parce que c'est une continuité juste folle depuis bien longtemps. Mais mention spéciale à Tavares, qui est la vraie surprise en Serie A cette saison. Et d'ailleurs, Di Marco a un petit peu progressé physiquement aussi, je trouve. Mine de rien, avant la 60e, il commençait déjà à remettre ses chaussettes en place. C'était assez compliqué à chaque arrêt de jeu. Maintenant, il tient jusqu'à la 75e, 80e. Il a encore un peu de mal à finir, mais il fait un gros travail. Enfin, il y a des moments dans l'action où il est attaquant. Enfin, il fait énormément de courses à haute intensité. Il tire les coups de pied arrêtés, comme disait Anto. Parfois, donc il va à droite pour aller les tirer. Enfin, il a beaucoup de déplacements. Donc forcément, ça l'use. Et puis bon, il joue tous les 3 jours. Il est aussi titulaire en sélection. Donc c'est vrai que il a peu de repos, Federico Di Marco, mais donc qui est notre défenseur latéral piston gauche. Alors, dans le deuxième épisode, nous parlerons des milieux et des attaquants, mais tout de même, je voulais glisser un petit débat offensif pour
petit peu varier les plaisirs, puisqu'il y avait un beau match du côté des ailiers droits entre Charles de Ketelaere, entre Christian Pulisic, entre Conceição et entre Politano, qui, pour sûrement son côté travail collectif, a tout de même obtenu une voix, et qui a été élu, eh bien, Charles de Ketelaere, 64%, devant Christian Pulisic, 18%, et puis Conceição et Politano à 9%. Elvin, je commence avec toi. Je crois que tu as voté pour Conceição, il me semble, qui a été sûrement la révélation de la Juve. C'est pour ça que tu l'as choisi, parce que ça a été la révélation et la bonne surprise offensive d'une Juve et qui, comme on le disait précédemment, on l'a encore vu ce soir, a quand même pas mal de petites difficultés. J'ai quasiment mis aucun Juventino, je crois que j'en ai mis 2. Mais je suis très surpris du résultat de Conceição. Tu vois, j'aurais pensé qui serait le vainqueur à ce poste-là. Pourquoi j'ai mis Conceição? Tout à l'heure, je parlais de la continuité dingue de Di Marco, et que si le joueur, si tu enlèves Di Marco, l'Inter, c'est plus la même, ou du moins, c'est pas forcément le même visage. Conceição, c'est ça. Tu l'enlèves de la Juve, et offensivement, c'est pas la même chose. Tu le vois ce soir. Je dis pas que le match aurait été assurément différemment ce soir, mais je pense qu'un Théo Hernandez aurait été en difficulté, même s'il dit que ça fait le match qu'il fallait. Mais Conceição, dans l'ensemble, je veux dire, le mec, dès qu'il démarre, il est là pour faire très très mal, et le visage de la Juve n'est pas le même. Donc, au-delà de la surprise, parce que certains avaient des doutes sur la qualité du joueur, l'importance qu'il a eu sur l'effectif est juste fabuleux. Donc, moi, j'aurais mis Conceição, et en effet, en deuxième, j'aurais mis De Ketelaere. Et alors, je réponds aussi, parce que j'ai vu quelqu'un sur X d'ailleurs se questionner. Je réponds pour Yildiz à gauche n'était pas dans les finalistes, parce qu'on a jugé qu'il avait eu trop peu de continuité en fait. Toi, tu aurais voté pour lui à gauche ou pas? On ne dit pas pour qui tu as voté, parce que ce sera dans le deuxième épisode, mais tu penses que Yildiz en ailier gauche J'aurais pas voté pour lui, non. Ah, bon. Il aurait pu figurer, parce que je pense que pareil, l'importance qu'il a malgré tout dans l'effectif, mais je suis d'accord avec toi, il y a encore un manque de continuité, mais de là à gagner, non, j'aurais absolument pas fait gagner Yildiz. J'ai une autre idée bien claire. Mais on peut juste dire que dans les finalistes, il y a notamment Lookman, il y a Zaccagni, il y a Kvaratskhelia qui, même s'il n'a pas eu une énorme continuité, quand même mis des buts importants aussi avec le Napoli. Donc c'est vrai qu'il y avait comme ces trois-là qui étaient assez, peut-être un petit peu plus dans la continuité, qui ont un petit peu plus marqué sa première partie de saison. Dis-nous, allez, peut-être que c'est Zaccagni, mais dis-nous pour qui tu as voté à gauche, vas-y. Je pense que c'est le grand vainqueur. Je serais surpris si ce joueur ne gagne pas la première place. Je parle de Lookman, bien évidemment. Ce joueur-là, il est comme Conceição, c'est-à-dire que tu l'enlèves de l'Atalanta, le visage offensif n'est pas le même, parce que c'est des joueurs de percussion, des joueurs qui sont capables de faire mal à n'importe quel moment, et puis la continuité du joueur. Maintenant, on parle d'un joueur qui est appelé à avoir de la continuité. On peut plus avoir le Lookman qui faisait 3 bons matchs tous les 2 mois. Non. Là, c'est un joueur qui est devenu vraiment équilibré dans ses prestations et qui a pris une importance folle. Donc moi, personnellement, j'avais mis Lookman. Bien, on verra dans 2 jours si c'est lui le grand vainqueur ou si Zaccagni, par exemple, crée la surprise. Qui sait. Mais c'est vrai que quelle renaissance pour Charles de Ketelaere, mine de rien. Raph, c'est ton petit chouchou, Charles de Ketelaere. Alors, est-ce que tu as voté pour lui? Est-ce que tu as voté pour Pulisic d'ailleurs? Première question. Et est-ce que tu es surpris de la victoire de Ketelaere? Non, j'ai voté pour De Ketelaere, et mon petit chouchou, c'est un grand mot quand même. C'est sûr que j'aimais le profil, j'ai pas aimé ce qu'il a donné à Milan, mais j'aimais le profil et j'aime bien sa gueule en fait. Donc c'est un joueur que j'aime bien, mais après de là à dire mon chouchou. Pulisic par exemple, c'est un joueur que je préfère largement à Charles. Mais j'ai voulu le mettre en avant pour le côté un peu révélation. C'est un joueur qu'on n'attendait pas peut-être à ce niveau-là sur la première partie de saison. Mais Pulisic a fait une bonne première partie de saison aussi. C'est pour ça que ça m'a fait un peu de mal de ne pas voter pour lui. Après Charles, je l'ai mis parce que c'est un joueur qui est si irrégulier, enfin en tout cas qu'on a vu si irrégulier, que le fait qu'il soit assez régulier, c'était assez étonnant, bizarrement. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. C'est le côté régulier dans les perfs, régulier dans les passes décisives et dans les buts, ce qu'on ne lui voyait pas avant. Et peut-être qu'on ne lui verra plus après, je ne sais pas. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, j'ai voulu le mettre en avant parce qu'effectivement, c'est un joueur que j'aime bien. Et je ne sais pas si j'aurai d'autres occasions de le mettre en avant comme ça.
Et c'est vrai qu'il profite du système Atalanta, du système Gasperini. Lui aussi, j'en ai parlé il y a 2-3 semaines dans un épisode, mais il me fait penser un petit peu à l'Ilicic de Gasperini pré-Covid, où il avait ce rôle-là aussi de faux numéro 9, un petit peu ailier, un petit peu trequartista, qui faisait un petit peu tout, ce joueur un petit peu lent comme ça de prime abord, mais physique. Et je trouve que physiquement, d'ailleurs, il est grand, il est costaud, ça on l'avait vu, mais je trouve qu'il a pris d'ailleurs physiquement, et le duel contre Rudiger en Ligue des Champions m'a assez impressionné parce qu'il a résisté. Résister à Rudiger, c'est quand même, Mais c'est c'est quand même sûr, assez impressionnant. t'as raison quand tu dis qu'il bénéficie aussi de tout ce qu'il a autour, parce que quand ton équipe met 43 buts et que tu joues 9,5, bah c'est sûr que marquer et faire marquer, c'est plus simple que quand ton équipe elle en met 15. Donc, mais bon, après il a un rôle bien sûr là-dedans, mais je pense que effectivement il est mieux là dans une équipe qui joue pour marquer des buts plutôt que dans une équipe qui joue à 10 derrière dans les 30 mètres et qui doit se farcir des très très longues courses. Donc je pense qu'effectivement, c'était le moment et l'équipe pour le faire briller. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait 4 passes décisives à Lookman, je crois. C'est le binôme qui fonctionne le mieux en Serie A. C'est vrai qu'ils se trouvent très très bien tous les deux. Ils sont très très complémentaires. Alors, moi aussi, j'ai voté De Ketelaere et je vais vous expliquer pourquoi. Pulisic, pour moi, est un meilleur joueur que De Ketelaere, mais j'ai voté pour De Ketelaere parce que aussi au milieu de terrain, il y avait un dualisme. Je ne vous dis pas le résultat, mais entre Ederson, McTominay et Reinders. Pour moi, la finale, c'était Ederson, Reinders. Et du coup, j'ai fait Atalanta-Milan 1-1. Voilà. Pour moi, les meilleurs joueurs sont Ederson et Pulisic, mais sur la première partie de saison, De Ketelaere et Reinders sont meilleurs. Donc, j'ai mis les deux meilleurs sur la première partie de saison, mais c'était très, très serré. Toi, Anto? Moi, j'ai voté pour Pulisic, mais je pense que d'ailleurs qu'il aurait eu plus de votes s'il n'avait pas été blessé depuis un mois. Parce qu'il était sur une super série. Enfin, c'est lui qui permet au Milan de ne pas sombrer complètement. Même si pour le Milan, être 8e, c'est quand même déjà un beau naufrage. Enfin, il est impressionnant. Il marque le but du derby, le premier but. Enfin, en fait, quand on parle aussi de joueurs, je trouve que par exemple, le Milan est bien différent avec et sans Pulisic. Alors que je trouve que De Ketelaere, il peut être remplacé à l'Atalanta, parce qu'à l'Atalanta, on sent que c'est plus une philosophie de jeu et un système avec des pièces qui peuvent s'assembler, se remplacer, même si des joueurs sont plus forts que d'autres. Alors que Pulisic, il a joué cette année, il a joué dans plein de systèmes différents, plein de postes différents, droite, axe, gauche, mais il a joué blessé, etc. Et je trouve je pense que sans sa blessure, s'il continuait comme il faisait, je pense qu'aujourd'hui, les votes auraient été inversés. Je pense qu'il paye le fait d'avoir été blessé 5 semaines. Et pour moi, j'ai préféré mettre Pulisic aussi parce que ouais, je voulais vraiment mettre un joueur. Pour moi, c'est le joueur offensif du Milan numéro 1. Donc pour moi, fallait le mettre dans cette équipe. Et en plus, comme vous savez que je ne porte pas trop de Ketelaere dans mon cœur, parce que pour moi, lui, pareil, il bénéficiait largement du système Gasperini parce que même si je pense que c'est un joueur de talent, ce qu'il a montré au Milan, même après c'est un autre contexte, je trouvais ça trop insuffisant. Cette année, il montre beaucoup de choses, mais pour moi, comme disait aussi Raphaël, quand tu as une équipe qui marque autant de buts, j'ai envie de te dire que je pense que dans l'adversité, Pulisic aurait mérité plus. Comme quand c'est ça, c'est vrai qu'Elvin là-dessus a raison. C'est vrai Oui, qu'il a fait par exemple, le match contre l'Inter, enfin, il fait un match assez incroyable. Et sans lui, certainement, ça se termine un peu plus dans un naufrage. Donc, ces joueurs-là, dans Pulisic ou Conceição, n'ont pas la même qualité offensive autour d'eux qu'un De Ketelaere. Après, Politano, je pense, c'est plus le côté joueur de devoir, parce que c'est un petit peu le symbole de Conte, puisque c'est le joueur qui coulisse et qui permet à l'équipe de donner de l'équilibre. Donc, c'est bien aussi qu'il ait une petite mention. Alors, pour terminer, Elvin, on avait soit la révélation, soit le flop. Alors, pourquoi j'ai choisi le flop? Parce que, vous voyez, c'est beaucoup bianconero et rossonero, tout ça. Et je me suis dit, ce soir, comme on a toi, Elvin, et on a aussi Raffaello, c'était parfait. Alors, Douglas Luiz donc, est le flop de cette première partie de saison, suivi de Théo Hernandez, Kopp Mainers, et puis ensuite, il y a quand même eu un petit peu de vote pour Dovbyk, Morata, Nico Gonzalez. Alors, Nico Gonzalez, j'ai trouvé peut-être un petit peu sévère dans le sens où il a beaucoup été blessé, mais bon, pourquoi pas aussi. Et puis Pellegrini. Alors, toi, Elvin, je ne sais plus pour qui tu as voté, puis surtout, est-ce que tu comprends que Douglas Luiz rassemble un petit peu les suffrages, même si c'est assez dispatché?
Alors moi j'avais mis Théo. Pourquoi Théo plutôt que Douglas Luiz? Tout simplement parce que Douglas Luiz, déjà, c'est pas la même chose. Théo connaît le championnat, etc. Douglas vient d'arriver. Et tout simplement parce que tu le disais avec Nico et Douglas Luiz, c'est deux joueurs qui ont très peu joué finalement. Donc, juger le très peu qu'on ait vu, alors forcément, c'est un flop parce que le mec est toujours blessé, on attend beaucoup plus. Mais Théo a beaucoup plus de matchs et a quasiment à chaque fois déçu, et parce qu'on connaît le vrai niveau de Théo. Voilà pourquoi j'ai mis Théo Hernandez. Maintenant, oui, Douglas Luiz, c'est un énorme flop parce que le peu qu'il joue, il n'a pas été bon et tout simplement parce qu'il n'est jamais là. Mais bon, le classement me semble quand même plutôt correct avec que des joueurs qui n'ont pas du tout existé depuis le début de la saison, même si j'avais mis le français en première position. Alors moi aussi, j'ai voté pour Théo. Et pour moi, ma finale, c'est Théo Lautaro, en fait. Et pour les mêmes raisons, ce que tu évoquais, c'est-à-dire qu'on les connaît, on sait de quoi ils sont capables. Et tous les deux ont beaucoup déçus. Pourquoi j'ai choisi Théo? Parce que je trouve que, au-delà de que sur le terrain, il était décevant, je trouve qu'en dehors du terrain, il a pas été terrible, alors qu'il est vice-capitaine. Alors que Lautaro, avec le brassard, a toujours été exemplaire. Et donc, voilà. Il y a ce côté-là, moi, qui a fait pencher la balance plus vers Théo. Mais voilà. Raph, de ton côté, pour qui as-tu voté? Et est-ce que tu comprends ce raz-de-marée Juventino? Puisque finalement, il y en a 3 quand même dans les nommés. Je comprends sans le comprendre. Moi, en fait, j'ai mis Pellegrini et je m'attendais à plus de joueurs de la Roma parce que je pense C'est que vrai. c'est une équipe qui, Ouais. qui mérite d'être un peu. Enfin, pas mérite sportivement, mais dans le traitement médiatique, on sait très bien que la Roma est une grande équipe et pourtant, elle n'est que 10e, je crois. Ouais, 10e à 7 points du Milan qui a un match en moins, potentiellement 10. Pellegrini, c'est quand même. Ça a été le capitaine de la Roma, c'est un joueur majeur. Et voir cette Roma à ce classement-là, à ce niveau-là, c'est quand même dramatique. Donc pour moi, il y avait d'autres personnes qu'un Juventino ou un Milanista à placer, même si je comprends les arguments. Moi, j'ai mis quelqu'un qui était encore plus bas et j'ai mis Pellegrini parce que selon moi, il n'est pas du tout du niveau d'un capitaine de la Roma, d'un capitaine d'une grande équipe italienne, je trouve. Ou en tout cas, quand je dis pas au niveau, c'est pas qu'il n'est c'est-à-dire qu'il n'est pas assez bon maintenant. C'est pas parce que pour moi, il a du ballon, ce joueur, mais il n'est pas assez bon maintenant. Et j'ai voulu mettre en avant, enfin du coup, montrer du doigt plutôt un joueur qui est encore moins bien placé qu'un joueur de la Juve ou du Milan. Et tu parles de Lautaro, c'est sûr, mais bon, c'est dur de mettre un joueur flop deuxième, 2 ou 3e au classement, même si encore hier, et je me suis un peu moqué de toi à travers lui, à travers Lautaro, mais c'est vrai qu'il rate des trucs et tu vois qu'il n'est pas en confiance. Voilà. En tout cas, moi, l'argument majeur, c'est de mettre quelqu'un qui place son équipe à la 10e place de Serie A alors que c'est un club majeur en Italie. Et d'ailleurs, Ranieri a dit aujourd'hui en conférence de presse que s'il ne jouait pas actuellement ou peu, c'était pour des raisons plus psychologiques, parce qu'il avait du mal vraiment à gérer la pression par rapport à tout ce qui se passait à Rome et au brassard. Donc c'est vrai que c'est un petit peu l'emblème d'une saison de la Roma qui... je te rejoins, tu m'as convaincu, Raph. C'est vrai que peut-être qu'on s'acharne un petit peu parce que c'est plus médiatique, mine de rien, toujours les 3 du Nord où on est plus concentré à être sur eux. Mais c'est vrai que Pellegrini, c'est un petit peu le symbole d'une équipe à la dérive et beaucoup plus qu'un Cristante ou un Mancini. Donc, bon choix. Anto, de ton côté, je crois que tu as voté pour le transfert onéreux Douglas Luiz de la Juve, non? Oui, même si on sait que c'est un espèce de transfert trafic, vu qu'il y a eu Barnechea et Ealing Junior, donc on sait que c'est pas forcément le prix. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est de choisir ce joueur, de dépenser quand même de l'argent pour lui, de le faire venir. Mais en fait, je sais pas ce qu'en pense Elvin, mais moi j'ai l'impression que Mota, en fait, il en voulait pas de ce joueur. Parce qu'au-delà du fait qu'il ait des blessures, etc., c'est quand il rentrait, il faisait des catastrophes, des pénaltys concédés, des cartons. Et en fait, j'ai surtout l'impression que ce joueur n'a absolument pas la confiance de Thiago Motta. Et pourtant, moi qui suis aussi de la première ligue, non pas autant que la Serie A, enfin, c'était quand même un très bon joueur. Et il y a même des rumeurs là qui disent que City plutôt voudrait le prendre, peut-être. Bon, c'est un international brésilien, enfin, c'est quand même un bon joueur, mais en fait, je trouve déjà quand il joue, il n'est pas bon. Il fait souvent les mauvais choix. Le système lui n'est pas trop adapté. On ne sait pas trop à un moment donné où il pouvait se placer. Et surtout, j'ai vraiment l'impression que Mota ne veut pas de lui. Donc, je ne sais pas toi ce que tu en penses, Aline, mais pour moi, c'est quand on voit le prix payé et les attentes sur lui, c'est un vrai.
c'est un vrai flop sportif. Là où Théo, c'est un flop sportif, mais surtout extra sportif. Lui, c'est vraiment pour moi un flop sportif retentissant. Parce que c'était un peu la tête de gondole avec Coupe Mainers de la Juve 2024-2025, quoi. Bah, le vrai Douglas Luiz, je pense qu'il s'amuserait en Serie A. Si le mec arrive à retrouver la continuité, le rythme, etc. Si tu fais top, on va dire partie des 3-4 meilleurs milieux de terrain de Première Ligue la saison dernière, en Serie A, tu devrais pas avoir trop de soucis. Sauf que ouais, ça se passe pas du tout comme prévu. Il joue pas beaucoup. Alors déjà qu'il n'est pas beaucoup à disposition et lorsqu'il est à disposition, il joue très peu. Alors, je pense pas que ça soit un problème de Thiago parce que c'est directement l'entraîneur qui a demandé Douglas Luiz. Donc, c'est une demande de la part de Thiago. Mais maintenant, de ce qu'a dit Thiago, c'est que voilà, tu as des joueurs devant qui sont plus satisfaisants à l'entraînement et lors des matchs. Et c'est normal que tu privilégies pour le moment Locatelli ou Thuram qui manquent beaucoup plus de continuité, qui sont meilleurs que lui. Maintenant, oui, après, à un prix comme ça, une telle attente, et quand tu sais que le niveau de ce joueur, c'est pas celui qui démontre à l'heure actuelle avec la Juve, et t'attends forcément beaucoup plus. Maintenant, j'ose espérer qu'une seule chose, que les blessures le laissent enfin pour qu'on ait un vrai regard sur Douglas Luiz. Parce que le problème, c'est qu'il rentre à la 80e d'un match, l'autre match, il le loupe, il rentre à la 75e, les 3 autres matchs, il le loupe. C'est compliqué d'aller juger la saison d'un joueur qui joue un match sur 8. Donc j'ose espérer qu'il trouvera un peu de quantité, parce que moi, je reste persuadé que ce joueur-là, s'il arrive à se mettre dans les bonnes dispositions, dans un championnat comme la Serie A, il peut vraiment s'amuser. Et un petit mot sur Cop Miners qui est troisième, lui aussi, c'est vrai qu'il a joué 10, il a joué 8, il a joué faux 9. Et encore ce soir, on l'a vu, c'est quand même assez décevant. Tu penses que c'est une question de temps, que la petite blessure, que que c'est la Juve qui est pas encore rodée, ou un peu inquiet du fameux joueur Atalanta qui est sublimé par Gasperini, qui lorsqu'il sort du moule de la DA devient un joueur quelconque? Ah bah moi, je suis inquiet parce que la question du temps, je veux bien, mais ça fait quand même 6 mois que tu es avec la même équipe et 6 mois que tu ponds des matchs qui sont quand même très, très douteux. Alors, je veux bien qu'il y ait des mois d'adaptation, etc. Tu as eu quelques problèmes physiques au début, mais je veux dire, c'est compliqué d'aller trouver à quoi sert Cop Miner dans cette équipe. Déjà, quand tu fais plusieurs rôles, je ne vais pas te faire un dessin, c'est que ça ne va pas sur ton rôle principal. On l'a testé côté Juve, numéro 9, numéro 10, numéro 8. Aucune vraie position où il a été satisfaisant. Sauf que pareil, là, on parlait du poids de Douglas Luiz. Lui, il a l'excuse des blessures. Cop, il n'a pas l'excuse des blessures. Il a de la continuité au niveau du minutage, sauf qu'il n'y a quasiment aucune prestation qui ont été correctes. C'est pas normal. Donc, est-ce qu'il y a le truc de l'Atalanta, c'est-à-dire les joueurs qui quittent l'Atalanta montrent toutes leurs limites? Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, dans un système où en plus tu as la capacité dans une équipe qui a plutôt le ballon, qui a le ballon plutôt que laisser le ballon à l'adversaire, ça me semble quand même douteux que Kopp soit autant en difficulté. Pour le moment, honnêtement, les 6 premiers mois sont très très inquiétants. C'est vrai que c'est compliqué pour lui, on verra. Si une arrivée offensive, peut-être va le repositionner. C'est vrai que si un Zirkzee arrive, par exemple, forcément, ça pourrait engendrer pas mal de changements. Avant de se quitter, là, on arrive en conclusion de ce live. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, messieurs, puisqu'on a changé de jour. Il est samedi, minuit 6. Dernier petit mot, Elvin, tu ne seras pas avec nous pour la deuxième partie. Donc, te demander, il y a un autre, alors il y a 2 postes, donc rapidement, il y avait ce poste de milieu axial gauche avec une concurrence McNominay, Reinders, Ederson, et le 4e, c'était Nico Pass, qui plaît à beaucoup de monde en ce moment. Qui, toi, t'as le plus marqué sur ce première partie de saison? Ça a été le choix le plus dur. Parce que alors, ça s'est joué sans suspense, ça s'est joué pour moi entre Ederson et Reinders. J'ai mis Reinders. Pourquoi? Parce que dans un naufrage collectif comme celui de Milan, même si tu as Pulisic qui sort aussi un petit peu du lot, les Reinders, c'est le meilleur milieu de terrain à l'heure actuelle de Serie A, je pense, ou l'un des meilleurs au monde. Et c'est un joueur qui, cette saison, est quand même impliqué sur 10 buts, quoi, entre passes décisives, 11 buts même, entre passes décisives et buts, dans un marasme collectif. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Donc, j'ose espérer qu'il pourra continuer, mais je suis juste impressionné par l'apport de Reinders. Maintenant, ça a été un choix hyper dur parce que Ederson, il est fantastique. Je veux dire, ce joueur-là, pareil, l'importance qu'il a,
Alors, c'est un style différent parce que là, c'est un box-to-box, etc. C'est un petit peu un style à l'opposé de Reinders. Mais honnêtement, pour l'importance qu'a pris Reinders avec le Milan, j'étais obligé de mettre pour moi ce Tidiane Reinders. Et entre Barella et Ederson, si on avait mis Ederson de l'autre, parce que Ederson, pour être franc, on a beaucoup hésité sur quel côté de le mettre du milieu de terrain. Pareil, on l'a mis à gauche parce qu'il joue plus à gauche en fait. Il est un peu plus box-to-box effectivement, mais il aurait pu être deux. Il était vraiment limite entre les deux, et entre un Barella et un Ederson, tu aurais voté pour qui? Entre Barella et Ederson, j'aurais voté Ederson. Ouais. D'accord. Même si, encore une fois, Barella, l'importance de Barella est juste, le joueur est incroyable, hein, mais pour le symbole un petit peu de ce positionnement, de la force que démonte Ederson, j'aurais mis Ederson. Ouais. Et dernière petite question, Ken, Retegui, Thuram. Bon, Castellanos est finaliste, mais on va dévoiler quelque chose, il n'a pas eu de vote. Donc Ken, Retegui, Thuram, de ton côté. Là aussi, ça n'a pas été simple, mais finalement, j'ai eu moins d'hésitation que dans le truc Ederson-Reinders. J'ai mis Thuram. Alors pareil, Keane et Retegui sont juste incroyables. J'aurais pu mettre Retegui ou Keane pour la surprise parce que les deux personnes attendaient à ce niveau-là Retegui. Personne, alors encore moins Moise Kean à ce niveau-là. Mais Thuram parce que tu sens que le mec a pris de l'ampleur. Il arrive à performer malgré qu'à côté de lui, il y a un mec qui est beaucoup moins bien. Et puis, il y a un rôle totalement différent cette année de la part de Thuram quand tu regardes la disposition de l'Inter sur le terrain. Là où parfois il jouait plus bas que Lautaro, cette saison, c'est un petit peu différent. Il prend beaucoup plus de responsabilités. De toute façon, après, les statistiques le démontrent. Il a un nombre de buts assez impressionnant. Et je pense qu'offensivement, la saison dernière, je t'aurais dit, il y a 2 ans, je t'aurais dit Lautaro, c'est le joueur que tu ne peux pas enlever. Désormais, s'il y a un joueur enlevé offensivement, c'est Lautaro et c'est pas Thuram. Donc, raison pour laquelle j'ai mis Thuram. Et puis, il faut être un petit peu chauvin, les amis. C'est vrai que dans l'équipe, est-ce que dans l'équipe type, il y a des Français ou pas? Kaloulou n'a pas été élu. Vous verrez avec Thuram, avec Koné, Guendouzi, qui ont aussi des Fofana, qui ont des nominations. Mais vous verrez. Mais c'est vrai que Thuram, quand on voit la différence justement de performance entre ce qu'il fait en Serie A et ce qu'il fait en équipe de France, ça met encore plus en valeur justement ce qu'il fait à l'Inter, et du coup, ça prend une partie de saison. Ouais, exactement. Après, mention spéciale, je voulais le dire vraiment à Moise Kean notamment, qui sans mettre dans un environnement. Ouais, et puis il est dans un environnement, je pense qu'il le correspond bien, déjà par un entraîneur qui le voulait déjà la saison dernière à Monza. Ça n'avait pas pu se faire parce qu'économiquement, ce n'était pas possible. Mais là, il est vraiment utilisé d'une manière parfaite, et puis il a la confiance. Face aux gros, tu sens que là où il pouvait être un petit peu comme ci comme ça avec la Juve, là face à quasiment tous les gros, ça a été des matchs solides. Et il a encore marqué le week-end dernier, je crois, c'est contre la Juve en plus. Il marque contre la Juve, il a un nombre de buts impressionnant, il est très important dans le jeu, de haut but, il a énormément progressé. Donc mention spéciale à Moise Kean. Moi, désormais, je lui demande qu'une seule chose à Moise Kean, avec la nationale, et s'il te plaît, même pour Retegui, bien évidemment, s'il vous plaît, soyez au niveau, parce que je pense que ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de numéro 9, donc s'il vous plaît, même si je pense que plus personne n'y croit au fameux numéro 9 en Italie, hein, mais tu sais, il y a toujours ce petit espoir de se dire, bordel, il y a peut-être enfin un numéro 9 qui va exister, donc j'espère que Moise Kean et Retegui vont être au niveau avec la nationale. Francesco Pio Esposito dans 2 ans. Tenez-vous prêts. Je vous dis juste ça. Je l'attends. J'en ai attendu des joueurs comme ça avec la nationale, et au final, ils 2 ans de plus, allez. Voilà, la plupart, ils sont en série B maintenant, où ils n'ont jamais performé dans les grands clubs. Non, on va prendre Chicho Caputo qui va faire une Kings League fantastique, et on va le reprendre avec la nationale, et ça va devenir le numéro 9. Et il va nous emmener jusqu'à la Coupe du Monde et le trophée avec la Coupe du Monde. Voilà la belle histoire. Voilà. Ou peut-être qu'au mondial avec le Maroc, ce sera Camarda. On verra. Mondial au Maroc, en Espagne, au Portugal. Si possible. Moi, j'en parle pas de Camarda parce que j'ai pas envie d'être. J'ai pas envie de porter la poisse. Il est tellement jeune. Je me dis, j'ai pas envie que ça fasse un Balotelli. En Italie, désormais, c'est tellement un flop depuis 20 ans, les numéros 9, qu'on crée, mais à juste titre, hein, mais on crée une sorte de pression sur chaque numéro 9 qui arrive. Regardez, Retegui, quand il est arrivé, il parlait pas un seul mot italien. Il devait déjà porter la nationale et sur le dos parce que, à cause de la médiocrité, tous les numéros 9 qui sont passés par-dessus. Mais au bout d'un moment, par des joueurs comme notamment Moise Kean qui joue avec la nationale depuis longtemps, je pense que c'est légitime de demander enfin une certaine accélération avec l'équipe nationale de la part de ces joueurs-là.
Et bien voilà, on est arrivé au terme de ce live. Elvin Defazio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Elvin, que l'on retrouve sur 90min.fr, que l'on retrouve sur YouTube pour des vidéos quotidiennes sur la Juve et que l'on retrouve aussi sur l'équipe live, notamment pour commenter des matchs de Serie A, de Coppa Italia, de Supercoppa. Comment ça se passe d'ailleurs sur l'équipe? Puisqu'il faut le rappeler, l'équipe est le détenteur unique des droits du football italien. Oui, c'est ça. Alors, les matchs sont diffusés sur l'équipe Live Foot. Il y a 2 matchs par week-end, donc par journée. Et là, ce week-end, il y aura notamment dimanche le Derby de Rome. Je serai au commentaire, mais il y aura le match le Derby de Rome. Et puis, la semaine prochaine, il y aura l'Inter Venise et Juve Torino, Torino Juve forcément. Donc voilà, c'est 2 matchs par week-end et puis c'est directement sur l'équipe Live Foot. Voilà. Et bien voilà, je crois que la finale de la Supercoupe d'ailleurs sera sur la chaîne L'équipe lundi soir, le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan. C'est ça, avec d'ailleurs ce soir le match Juve et Milan qui était sur la chaîne. Un petit prono pour lundi soir, Elvin? Tu sais que forcément tout le monde dirait l'Inter, mais Milan a été l'équipe qui a mis en difficulté l'Inter. Je ne sais toujours pas comment. J'avais vu le match aujourd'hui, il y a encore le mystère. Donc je me dis, s'il y a bien une équipe qui peut emmerder l'Inter, c'est bien Milan. Maintenant, si Milan veut tenter de battre l'Inter, il ne faudra évidemment pas reproduire la première mi-temps qu'ils ont fait aujourd'hui, qui a été embarrassante. Donc l'Inter favorite, je vois évidemment l'Inter, mais attention parce que je sens que Milan peut faire quelque chose. L'Inter, sûrement sans Thuram d'ailleurs, qui est sorti avec une gêne à l'adducteur et qui a passé les examens et qui devrait être absent. Raph, Anto, un petit prono pour lundi soir? Non, je n'ai plus de prono. Non, moi je sens que du match de se réveiller, moi. J'ai peur. Bah ouais, quand tu marques aussi peu, c'est sûr qu'il y a plus de chances qu'il marque bientôt. Mais moi, je suis content du match de Conceição, donc j'aimerais bien sûr voir une victoire du Milan. Et à la fin du match, j'étais assez optimiste. Après, ça va un peu retomber demain et dimanche. Et je pense que lundi, dans la journée, je me dirais que, comme d'habitude ces derniers mois, ça va tourner pour l'Inter. Mais bon, on va dire match nul pour couper la poire en deux. Mais bon, j'en suis pas convaincu. Et on fait ça au tir au but. Bon, tir au but, Lautaro, bon, bref. Adricia qui nous dit grâce à Reinders encore. C'est possible. Alors, Milan qui, malheureusement, et ça c'est le problème des calendriers, n'a qu'un seul jour pour préparer le match. Aussi, c'est juste catastrophique parce que demain, tu ne le comptes pas, c'est récupération pour ceux qui ont joué titulaire. Tu n'as que dimanche pour préparer le match. Selon sérieux, 2 minutes aussi, ça c'est des choses qu'il faut arrêter. Un derby Milan, tu ne peux pas le préparer. Encore plus pour Milan qui change d'entraîneur. Tu peux pas préparer un match avec un seul entraînement parce qu'il y aura seulement un seul entraînement qui comptera. Je compte même pas la finito là, le lundi matin. Alors que l'Inter, ils ont eu la chance, ils ont déjà eu un match d'entraînement hier, donc vu que Gasperini était venu pour faire du sparring partner, c'était prendre 1,6 million. Prendre 1,6 million et rentrer. On n'a pas parlé, mais c'est quand même vraiment honteux que le type il fasse jouer Scalvini milieu de terrain pour le tester et qu'ils ne mettent pas Bellanova, Lookman, De Ketelaere, Ederson titulaire. Franchement, moi, je ne comprends même pas comment un mec qui soit fait maltraiter 4-0 en août, il a une occasion de rejouer contre eux. En plus, ils sont dans une espèce de combat psychologique pour la tête de la Serie A avec le Napoli. Et le mec, il se reprend une fessée en faisant des expérimentations. Et enfin, franchement, cet entraîneur, quand tu vois ça, en fait, on se rend compte qu'il mérite de perdre le championnat et de tout perdre. Parce que franchement, on va apprendre dans quelques années qu'il a joué des paris clandestins contre l'Inter. Il est sur 6 défaites d'affilée. Il s'est pris, 7 défaites d'affilée. Il s'est pris 18 ou 19 buts en 7 matchs. Mais à un moment donné, moi, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a et on sait que dans la continuité d'un championnat, c'est hyper important pour la suite psychologique. Elvin, il le sait, le match dans quelques semaines, Juve-Milan, là, il y a eu cette défaite-là, ça va jouer dans les deux sens. Donc, je n'arrive pas en fait à comprendre qu'est-ce qu'il a fait hier, Gasperini. Pour moi, c'est à cause de ça qu'en fait, qu'Atalanta ne pourra pas se taper encore plus. Parce qu'ils n'ont pas des mentalités de gagnant, tu vois. Tu dois mettre tes joueurs quand c'est comme ça. Il faut arrêter, c'est un trophée, c'est un titre. Il a fait plus tourner, hier soir que contre Cesena en Coupe d'Italie. Donc c'est vrai que Cesena à domicile, Cesena qui mettait l'équipe B en plus que Cesena en se disant bon, on va jouer contre l'Atalanta à Bergame, ça sert à rien, on passe au championnat. Donc Cesena qui met l'équipe B et toi, lui il avait mis
une bonne partie de l'équipe titulaire. Donc c'est vrai que c'était assez surprenant. Surtout que l'Atalanta, c'est pas comme l'Inter, la Juve ou Milan, c'est une équipe qui a pu gagner trophée national depuis je ne sais pas combien de temps. Tu sors d'une défaite en finale de Coupe d'Italie au mois de mai, venge-toi, va chercher cette foutue Super Coupe d'Italie, même si dans 3 ans tout le monde l'aura oublié. Au moins, l'Atalanta qui n'a pas gagné un trophée, tu rapporteras enfin un trophée national. Mais non, la mentalité italienne, tu viens pour récupérer l'argent et tu retournes à Bergame. Voilà, bon, c'est joli, hein. 5 millions d'euros en tout cas pour le finaliste et 8 pour celui qui gagnera. Donc ça peut être intéressant quand même aussi pour ça, surtout pour des clubs qui sont en situation économique pas forcément florissante. Elvin Defazio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, on te retrouve, comme je disais, sur ta chaîne YouTube, sur 90min.fr et sur l'équipe aux commentaires des rencontres. Antoine Aiello et Raphaël Gauthier, merci aussi beaucoup à vous deux piliers de l'équipe de Pronto Calcio pour ce live qui était long, très très long, mais vous le savez, quand c'est long, c'est bon. On termine là-dessus. On clôt cette première partie. Deuxième épisode très prochainement pour parler des milieux de terrain, des attaquants et de la révélation et de l'entraîneur. On en a parlé ce soir, je vous dis juste ça. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao.